Deux amis se rendent à tour de rôle l'un chez l'autre pour découvrir les objets culturels posés sur l'étagère. Aujourd'hui, on a remis un poisson dans un aquarium et on l'a donné à la personne qui était emprisonnée pour tel meurtre. Enfin, l'anecdote est jolie, mais le film est un peu catastrophique. Ah mais le film est catastrophique, parce que, voilà, c'est le mystère de la Marie Céleste. Imaginons qu'on est en train d'être filmé, les gens voient ça sur l'écran et subitement, boum, une explosion. Et rien que ça dit à quel point cet homme d'entrée pensait qu'il fallait renforcer l'impact visuel. Vu que je voulais faire couler du sang, là c'était pas possible quoi. Si le film a marché, c'est que le film était très bon. S'il n'a pas marché, c'est quasiment une grosse merde. C'est un raconteur d'histoires, mais de petites histoires dans les histoires, suffisamment fin pour qu'à un moment donné, on fasse péter l'eau et qu'elle déchire le papier, mais qu'on se rende pas compte que c'était un papier qui se déchire. Au début, c'est par besoin, ensuite c'est par jeu, ensuite c'est par clin d'œil à son public, et au bout d'un moment, ça devient gênant. J'ai presque envie de dire, tout est dedans déjà, quoi. Voilà dans ton atelier, en ton entre, Ouais. Christophe. Ok. Je t'avais prévenu. Je n'imaginais pas ça du tout. Mais absolument pas. Un objet que nous possédons tous les deux. Oui. Un livre que nous possédons dans deux éditions différentes. Très Voilà, bien. alors c'est pour ça que j'allais justement commencer par ça. Toi, tu as l'autre édition? Moi, j'ai l'édition T'as la grande. grande. Moi, j'ai pas la jaquette. J'avais acheté d'occasion, donc j'ai pas la jaquette. Ouais, t'as directement la couverture en dur. Voilà, exactement. Okay. Donc, un livre qui s'appelle Hitchcock-Truffaut. Oui, le Hitchbook. Ou le Sûrement. Hitchbook, ou dans le titre original, le cinéma d'Hitchcock selon François Truffaut, je crois. Ouais. Un truc comme ça. Depuis, c'est Hitchcock-Truffaut. Ouais, tout à fait. Et moi, j'ai l'édition Ramsay Poche Cinéma. Ouais, il faut bien préciser que Ramsay Poche, pour les gens qui ne connaissent pas le livre, c'est pas un format livre de poche. Non. Et que d'ailleurs, la collection Ramsay Poche avait plusieurs formats. Avait aussi un format poche, un vrai format poche. J'imagine que tu en as aussi de cette collection. J'en ai beaucoup. En poche, voilà. Donc Ramsay, qui est un éditeur qui, à un moment donné, a lancé une collection cinéma, à une époque où il n'y en avait plus beaucoup, entièrement dédiée à ça, et qui ont sorti énormément de biographies de réalisateurs, de documents, notamment de Truffaut. Il y avait tous les scénarios de la série Antoine Doinel, de livres sur l'histoire d'Hollywood, de livres assez passionnants. Et on va encore rester en plus sur le format du livre, Ouais. parce que effectivement, ce qui est assez disons particulier pour celui-là, c'est que même si c'est Ramsay Poche, c'est pas un format poche. On est un peu en dessous du A4. Ouais, c'est ça. Je pense voilà, on peut pas dire mieux. On doit être sur du. Ça fait quand même un livre très épais. Bon, tu vois, il a fait tous mes déménagements, toutes mes pérégrinations à droite et à gauche. Il m'a accompagné partout parce que ce livre, c'est l'un de mes plus vieux livres que j'ai toujours évidemment gardé. Et c'est un livre. En général, quand on l'a, c'est un livre, si on s'intéresse au cinéma, sur lequel on risque de revenir plusieurs fois. Voilà. Moi, je crois que ça doit être l'édition de 83. Donc, je devais avoir 12 ans quand j'ai dû me le faire offrir ou je me le suis procuré, je ne sais plus. Quoique, ou là, non, c'était 88, même plus tard. Ouais, 88 alors. Donc peut-être j'avais encore attendu avant. Parce qu'en fait, ce livre, je l'ai lu dans l'édition originale. Et je voulais appeler mon père à cette occasion, mais j'ai été pris de court. C'est juste une petite anecdote familiale comme ça. Mais en fait, un soir, mes parents avaient invité un couple d'amis. Je ne sais plus pour quelle raison, le monsieur du couple a amené le Hitchcock-Truffaut. Je pense qu'il voulait le prêter à mon père pour qu'il le lise, parce qu'ils avaient dû peut-être parler un petit peu cinéma
Et mon père, évidemment, aimait bien le cinéma. Mais alors, inutile de te dire que pendant qu'ils étaient déjà en train de manger, moi, j'étais déjà littéralement plongé dans le livre. Et j'ai essayé de lire le plus de pages possible déjà ce soir-là. Il l'avait prêté à mon père, donc on avait pu l'avoir pendant au moins quelques jours. Je pense que mon père n'a même pas pu le toucher, quoi, tellement je l'ai accaparé immédiatement. Et après, je me souviens même d'avoir redemandé la permission à ce monsieur-là de lui réemprunter une deuxième fois, tu vois, pour continuer à lire, pour le finir et tout, parce qu'il me manquait tellement de choses à lire. Puis en plus, c'est vrai que là, le format était beaucoup plus grand. Oui. Il y a énormément de photos dedans, hein. Après, ça restait quand même une maquette hyper minimaliste. Si je me souviens bien, c'était quand même la même. Tout était en noir et blanc. C'est très sobre, oui, c'est tout en noir et blanc. Voilà. Et c'est 2 colonnes d'interview avec des photos à droite à gauche. Quelquefois, une page de photos parce qu'il y a un point on va rentrer dans le détail. Mais oui. Voilà. Oui, il y a des photos, enfin même dans l'édition poche, il y a des photos double page. Voilà. Et il y a quelques séquences mythiques qui sont, disons, décomposées avec plusieurs photogrammes. Exactement. Qui donnent un aspect très, très visuel au livre, mais c'est vrai qu'il a une grande sobriété, il est totalement en noir et blanc. Alors les reproductions d'époque sont un petit peu variables, c'est vrai que des fois quand c'est vraiment des photogrammes du film, on a un peu l'impression que c'est un écran qui a été pris en photo, donc il y a un petit côté flou, mais enfin bon, qui est pas non plus complètement désagréable. Ouais, moi je trouve que ça crée un climat. Je trouve que c'est très lisible. Oui. Là, cette maquette est très lisible et les photos sont très lisibles. Et puis après, il y a beaucoup de photos de plateaux, il y a des portraits, il y a évidemment, on va y revenir dessus parce que c'est une rencontre avant tout, hein, c'est bien Hitchcock-Truffaut. Ouais, mais évidemment, même si c'est sur Hitchcock, la part Truffaut est quand même un petit peu importante. Et bien sûr, oui, j'étais obligé de parler de ce livre qui va certainement nous faire parler de 2 figures emblématiques du cinéma qui sont peut-être connues des gens qui écouteront l'émission, mais je pense que ce livre a une énorme importance, quoi. Que pour moi, comme tu disais, c'est l'un des livres de cinéma les plus importants, je dirais même peut-être pour moi le plus important. Je pense que même s'il y a encore aujourd'hui des gens qui veulent faire du cinéma, il faut lire ce livre, et j'ai presque envie de dire... tout est dedans déjà, quoi. Ouais, alors là, on est parti un peu vite quand même, Christophe. Déjà, on va avoir plein d'anecdotes. Déjà sur l'objet, non mais avant de rentrer dans le détail, sur l'objet, ce qu'on peut dire aussi de cette version-là, c'est qu'elle a le choix de couverture, c'est de représenter, c'est de prendre une photo d'Alfred Hitchcock. Alors la photo est volontairement inclinée puisqu'il est debout, on voit son torse et son visage, et la photo est un peu inclinée pour pouvoir faire rentrer le titre en haut, Hitchcock Truffaut, et il tient dans la main le clap de Psychose, d'une prise de Psychose. Dans la version d'origine, ce qui est intéressant, c'est que la photo, c'est une photo de Psychose, et une des photos les plus célèbres, c'est la main tendue de Janet Leigh dans la douche. Et je trouve ça intéressant que pour cette réédition plus abordable, on soit passé de l'image du film emblématique d'Hitchcock à l'image du réalisateur lui-même, mais sur ce tournage-là. Il y a comme une continuité quand même dans les deux. Et voilà. Alors, et au dos, je trouve que c'est pas mal quand même de regarder cette édition parce que... Toujours. Parce que justement, j'allais te parler de ça, parce que moi... Quand j'ai dû acheter celui-là, ou me le ferait offrir, mais je crois que je me le suis acheté, mais c'est pour ça que j'étais allé sur le format poche, parce qu'évidemment il était moins cher, et je ne pouvais pas me permettre la version de luxe, entre guillemets. Et c'est vrai que mon seul petit regret, c'était déjà au niveau de la couverture, parce que la photo de Janet Leigh et tout, enfin, ça te plante déjà, évidemment, même en couverture de livre, parce que même il y avait quand même ce côté bandeau, ça ne prenait pas évidemment la pleine page. Ça prend pas la hauteur, ça prend toute la largeur. Ça prend toute la largeur, mais il y a énormément de noir, énormément de noir au-dessus et en dessous. Et franchement, et c'est comme ça que j'ai vu la première fois ce livre, comment ne pas être littéralement d'entrée de jeu bouleversé par cette couverture, et avec ces 2 noms qui pouvaient être énigmatiques ou pas, Hitchcock, Truffaut dessus, sans rien d'autre. Et je sais même pas si en dessous il y avait le nom de l'éditeur, mais peut-être en beaucoup plus discret. Là il y a une espèce de logo qui est un peu plus disons, qui pareil fait clap de cinéma, Ramsey Poche Cinéma, qui est pas très élégant, qui prend beaucoup de place. Qui prend beaucoup de place. Donc voilà. Et après il y a la 4e de couve. Mais ce qui est étonnant, c'est que en fait, moi pourquoi je tiens à parler de la 4e de couve, c'est que moi j'ai vécu l'expérience exactement inverse de toi, c'est-à-dire que moi j'ai découvert le Hitchcock Truffaut dans cette édition
chez des amis de mes parents. Alors là, ils l'avaient pas amené, mais c'était des amis qui habitaient pas loin. Et je l'ai lu par bout chez eux dans cette édition. Et je l'ai jamais eu, y compris, puisque bon, toi et moi, on a fait des études de cinéma. Je l'ai jamais eu pendant mes études de cinéma. Et un jour, je l'ai trouvé d'occasion au Puce, dans la version grand format, que je n'avais jamais eu entre les mains, mais la version grand format sans la fameuse photo, puisque j'ai juste la jaquette toilée, moi, j'ai pas le... D'accord, sur la jaquette toilée, il n'y avait pas de reproduction, d'accord, ouais, juste une toile. Ouais. Et par contre, alors sur la 4e couverture, il y a littéralement écrit ça, Alfred Hitchcock, et puis une douzaine de titres de films, L'ombre d'un doute, Les Enchaînés, La Corde, L'inconnu de Nord Express, Vertigo, La mort aux trousses, etc., etc. François Truffaut a passé des semaines entières à interroger inlassablement le maître du suspense. Depuis sa première édition en 1966, le Hitchbook est devenu le plus célèbre des livres de cinéma, le livre de base de toute bibliothèque de cinéphiles, un chef-d'œuvre indispensable. Je trouve ça assez intéressant que pour un livre de cinéma, c'est-à-dire qui n'est pas un roman, qui n'est pas une œuvre d'art en soi, on parle de chef-d'œuvre. Ben, ça y est, l'émission est finie, je crois. Si tu veux. Bon, non, maintenant on va le prouver. Mais effectivement, la première édition, j'avais noté, c'est 66, à l'époque c'était chez Robert Laffont. Et je sais pas, peut-être pour expliquer, avant qu'on explore le livre le plus rapidement possible, parce que là encore on pourrait en faire des heures, mais on peut peut-être dire que là on tient un livre, mais effectivement tout commence, c'est en fait une rencontre entre Truffaut et Hitchcock. Et le livre, et le résultat, c'est le verbatim un peu de... alors je crois qu'il y a... le premier entretien est en août 62. Hitchcock a 63 ans, il est en train de finir les Oiseaux, qui est déjà son 48e film. On est vraiment quand même quelque part un peu sur la fin de sa carrière. Oui, c'est son avant-dernier film américain. Voilà. Et c'est Truffaut, effectivement, qui... qui est un grand fan d'Hitchcock, puisque pour faire vite, à l'époque où ils étaient encore critiques de cinéma au Cahier du cinéma, ils faisaient partie de ce qu'on appelle la bande des Hitchcocko-Hawksiens, c'est-à-dire des fans de Hitchcock et de Howard Hawks, qui était cette espèce de famille artificielle qu'ils s'étaient créée pour défendre à la fois, par deux tenants du cinéma anglais-américain, même si évidemment Hitchcock est anglais, mais il va devenir emblématique du cinéma américain, qui était un peu deux tendances qui n'étaient peut-être pas forcément les plus reconnues à l'époque, même dans leur propre pays. Surtout dans leur propre pays. Et surtout dans leur propre pays. Et Hitchcock énormément. Enfin, son propre pays, c'est impropre dans ce cas-là, puisque Hitchcock, il est anglais. Oui, et c'est surtout aux États-Unis qu'il était... Voilà, mais bon, après, il est devenu emblématique du cinéma américain du moment où il débarque pour bosser avec Selznick sur le premier film américain, Rebecca. Mais c'est vrai que c'était surtout Hitchcock était traité, pour faire vite, de faiseur, oui, ok, il fait des films qui ont du succès, mais effectivement, il y a énormément de mépris de la part de tout le monde, même en Europe et même donc aux États-Unis et même parfois en Angleterre. Les gens n'ont pas énormément d'estime pour le cinéma d'Hitchcock, qui est juste, disons, taxé de divertissement, mais peut-être pas plus. Et c'est vrai que on peut mettre ça à leur crédit. Certaines personnes au Cahier du cinéma ont vu autre chose dans le cinéma d'Hitchcock. Bon, Truffaut était vraiment l'un des plus grands fans. Truffaut était obsédé par Hitchcock, voilà. C'est-à-dire qu'il connaissait l'essentiel de sa filmographie par cœur. Chaque fois que les films d'Hitchcock ressortaient à Paris, il allait les voir, il essayait de trouver les vieilles copies dans les cinémathèques des films qui étaient plus difficilement visibles. Et bien avant l'invention de la vidéo à domicile, il avait ce rapport d'historien, de reconsulter les films, Et puis comme tu dis, ce caractère obsessionnel. Ouais. C'est-à-dire que comme tu dis, dès que les films, parce que là il fallait des fois attendre que les films repassent, parfois étaient redistribués rapidement, et dans ces cas-là, il le dit même plusieurs fois dans le livre, j'ai été le voir 5 fois dans la semaine, ou enfin bon j'exagère, mais 3, 4, 5 fois. Donc, D'ailleurs, on peut dire un truc à propos de la jeunesse de ce livre, c'est que tu dis ce livre, c'est verbatim des entretiens, mais c'est qu'avant ça, ce livre, il l'a rêvé, Truffaut, il y a pensé pendant très longtemps. Et là, alors là, je vais évoquer un autre livre très important pour comprendre un petit peu le processus, c'est la correspondance de Truffaut, qui a été édité, il y a un livre qui fait genre 700 ou 800 pages, et
pour le coup, est disponible au livre de poche. Et donc, parmi toutes les choses qu'on apprend sur la trajectoire de Truffaut, il y a tout ce qui a présidé à ce livre, et c'est une longue préparation avec, évidemment, l'agent et directement Alfred Hitchcock pour le convaincre de l'intérêt de ce livre-là. Et il est arrivé à le convaincre parce qu'il l'a vraiment placé sur « on va faire un livre sur la fabrication de votre cinéma ». Pas du tout un livre people ou voilà, et sur aussi les contacts qu'il avait avec une personne qui va jouer un rôle très important dans l'élaboration de ce livre, c'est la traductrice Hélène Scott. Et alors je veux pas te couper l'herbe sur le pied, mais en tout cas dans la correspondance, il y a les lettres d'échange avec Hélène Scott sur comment ils vont faire le projet, et c'est absolument passionnant parce que ce livre, c'est un énorme projet, c'est beaucoup de temps de travail, il faut le vendre à un éditeur, il faut penser, est-ce qu'il va avoir une destinée internationale, est-ce qu'il va être juste français, enfin c'est... Et comme tu as dit, surtout, c'est que Truffaut rêve ce livre, et tu as entièrement raison, Hélène Scott va être une énorme alliée pour lui, parce que l'anglais de Truffaut n'est pas du tout au niveau. Et que donc elle, par contre, elle est très habile pour changer. C'est une traductrice parfaite pour passer du français à l'anglais et inversement. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais on en parlera. Oui, moi aussi j'ai entendu, parce que il y a 52 bobines audio en fait. Ouais. Et qui ont été diffusées notamment sur France Culture, et qui à une époque, je crois, devaient être éditées, devaient être... achetable, je sais pas si c'est le cas ou pas. Non, je sais pas. Alors moi aussi j'ai entendu des petites... Des fois elle fait des espèces de faux amis, et notamment sur des termes de mise en scène et tout ça, qui prêtent un peu à confusion. Mais bon, l'exercice est difficile. L'exercice étant difficile, puisque tout ça quand même se passe sur à peine l'année 62, donc il y a quand même 52 entrevues. Donc c'est assez rapide. J'ose même pas imaginer l'espèce de tension qu'il devait y avoir du côté notamment de Truffaut, qui est quand même assez connu pour avoir pas un côté hypochondriaque, mais enfin je pense qu'il a dû quand même avoir des formes d'angoisse, et vu quand même le résultat qui accouche de 20 gros chapitres et qui survole quasiment toute la carrière d'Hitchcock. Ah bah pas quasiment, il y a tout en fait. Oui. Il y a tout, alors ça sera complété. Ça sera après, parce qu'effectivement, il y a un moment quand même, ça s'arrête. Alors c'est pour ça que je comprenais, en revoyant le livre, normalement c'était au moment où il finit Les Oiseaux, et pourtant déjà dans la première partie du livre, la partie officielle qui n'est pas reprise, ils vont jusqu'à Marny. Bon alors j'ai pas cherché plus. Marny était peut-être en projet déjà. Non mais il l'explore complètement. Mais tu vois, parce que je pense que ça a été rajouté après en fait. Et non, parce qu'il y a encore une autre partie qui est rajoutée encore après. Tu vois, c'est bon, mais c'est un détail, hein, c'est pas grave. Hein. Finalement, c'est Finally, tout en donnant le sentiment while giving the impression de ne filmer que des choses exceptionnelles, of only filming out of the way subjects. vous ne filmez en réalité que des choses qui vous sont très personnelles. In reality, you're filming things that are very personal to you. C'est-à-dire que vous vivez... That is to say that you live... Non, on peut pas dire vous vivez dans le meurtre et dans le sexe. I can't say that you live within killings and sex, but... Mais je veux dire que... I mean to say... On sent que quand votre travail est fini... One feels that when your work is finished... Vous lisez des livres de procès. You read books on trials. Les faits divers des journaux. You read newspaper crimes. C'est vrai? Is that true? No, I would say that I don't read about crimes in newspapers. Non, je ne lis pas les crimes. I don't read newspapers very much. I read the London Times. Je lis le Times de Londres. Which is a rather dry paper. Qui est un journal très sec. Or I read it for its. They very often has humorous. Et je le lis très souvent parce qu'il y a des détails spirituels. L'intérêt aussi de ce livre, et je pense que c'est ce qui en fait aussi la force, c'est comme évidemment Truffaut est aussi cinéaste, c'est que l'élaboration des entretiens se fait de manière très guidée, très stricte presque, puisqu'à chaque fois, Truffaut commence par les circonstances qui entourent la naissance de chaque film,
et notamment l'élaboration et la construction du scénario, qui pour lui, comme pour Hitchcock, est véritablement très très important. Alors que on peut dire que Hitchcock est vraiment quelqu'un qui justement pour moi incarne vraiment le cinéma dans toute sa splendeur, parce qu'il a un vrai langage parfois purement visuel, et pourtant l'étape du scénario elle est essentielle quoi. Et à un point que il y a plein de détails intéressants par rapport à ça, puisqu'en plus Hitchcock souvent essaye de s'associer à quelqu'un pour qu'il ait un partenaire, pour que ça rebondisse autour de la machine à écrire, que des fois ça marche pas totalement. Mais après à chaque fois ils abordent aussi tous les problèmes de mise en scène et tout ce qui est l'aspect, disons, purement technique, parce que l'autre intérêt d'Hitchcock, c'est que c'est quand même pour moi aussi presque un testeur, un inventeur de tous les effets spéciaux qui vont faire le cinéma américain des décennies suivantes. Tu parles d'effets spéciaux, je parlerai d'effets normaux même. Ils trouvent des idées, des créations techniques visuelles pour des... Oui, mais enfin... à moins que tu penses que le travelling compensé soit un effet spécial. Mais... par exemple aussi. Ouais, alors mais, c'est pas non, mais même des effets de transparence. Par exemple, dans l'un des films, Saboteur, je crois, où il y a un avion qui plonge, qui s'écrase dans l'eau. Il filme toute la séquence de l'intérieur du cockpit des pilotes qui sont en amorce de plan où on voit que leurs épaules respectives. Donc on voit en deuxième plan vraiment le cockpit de l'avion qui fonce directement vers la mer. Et à un moment, il y a l'eau qui percute l'écran, quoi. Et Truffaut dit, mais au fait, comment vous avez fait ça et tout? Parce que, enfin bon, vous n'avez pas pu faire écraser un avion dans la mer avec une caméra à l'intérieur et tout. Et il lui explique que c'est Hitchcock qui a eu l'idée de cet effet spécial. Oui, mais comment alors, alors, on le verra, alors je peux pas te le redire là, mais il a fait une espèce de toile transparente où on pouvait faire une transparence de film comme on en voit tout le temps quand quelqu'un est en train de conduire une voiture et que derrière une projection, voilà, mais qu'en plus derrière il y avait un conteneur d'eau, et avec la transparence et un papier qui était à la fois pas trop épais pour bien projeter et à la fois suffisamment fin pour qu'à un moment donné on fasse péter l'eau et qu'elle déchire le papier, mais qu'on se rende pas compte que c'était un papier qui se déchire. Voilà. C'est tout ce genre de trucs que Hitchcock, il arrête pas de faire des trucs comme ça. C'est un inventeur. Ouais. Voilà, c'est un inventeur, mais je dis vraiment effets spéciaux dans tous les sens du terme, mais même les effets spéciaux, oui, je pense qu'il aurait fait peut-être même des effets spéciaux 3D s'il avait pu. Enfin, même après, quand il est au niveau des oiseaux, il y a un mélange de tout, d'effets mécaniques, de transparence. Tout ce qu'il peut utiliser, il l'utilise, et même très tôt, parce que là, je parlais de cet effet de transparence, on est même encore, je crois, dans les années 40, quoi. Hein. Donc c'est quelqu'un qui, pour moi, il incarne vraiment... en tout cas, même pour moi, Hitchcock, c'est en germe tout le cinéma américain. Vraiment, oui, moi j'ai l'habitude de dire, parce que ça m'arrive pas sauter les étapes non plus. Mais... Ça m'arrive de travailler avec des étudiants, des lycéens sur Hitchcock, et j'ai l'habitude de dire c'est qu'il est à la fois maître du cinéma classique, du langage classique du cinéma, et qu'il est moderne parce qu'il n'a cessé de remettre en cause ce langage, d'essayer de trouver des solutions. Et pour moi, c'est le maître mot de ce livre. C'est le livre des solutions, pour paraphraser Michel. Très pragmatique. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, comme c'est un réalisateur, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme c'est un réalisateur qui interviewe un autre réalisateur, il lui pose des questions, notamment de mise en scène, et le livre devient un manuel de mise en scène. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut apprendre à réaliser, il prend les films d'Hitchcock et il ouvre le chapitre qui correspond à la scène qu'il est en train de regarder, et il va avoir, alors, pas la solution qu'il va falloir reprendre soi, mais le cheminement intelligent qui est de se dire comment je peux rendre ça visuellement, comment je peux rendre ça impactant, parce que c'est aussi un truc qui est super important dans leur dialogue, c'est qu'Hitchcock pense toujours aux spectateurs et aux spectatrices. C'était le 4e point que je voulais aborder, où je finis à chaque fois les interviews, tu vois, c'est pour ça que ça va être très bien cette émission, et à chaque fois il termine sur... Truffaut lui demande à Hitchcock, comment est-ce que vous percevez votre film, comment vous l'estimez, et notamment le résultat commercial, parce qu'alors Hitchcock est impitoyable, et notamment avec lui-même, c'est que pour lui c'est presque quasiment simple. Si le film a marché, c'est que le film était très bon. S'il n'a pas marché, c'est quasiment une grosse merde. Oui, avec quelques nuances. Avec des petits... voilà. Mais... qui sont vraiment minimes. Hein. Non, mais il y a la douleur quand même de Vertigo. Il y a la douleur de Vertigo, puis il y en a d'autres. Hein. Mais
là, c'est là où Truffaut est presque obligé de le confesser, de le titiller un petit peu, parce que sinon on en resterait là. Il dit non, mais si le film n'a pas marché, c'est que c'était pas bon, ou je me suis trompé, ou je n'ai pas eu la star de classe A que j'aurais voulu, et que forcément c'est un acteur un peu de classe B, et que on s'intéresse moins à lui et tout. Il arrive toujours à trouver des excuses, et effectivement, il y a quelques fois où Truffaut arrive à le travailler au corps. Et il dit, ouais, c'est vrai que celui-là, il était quand même bien, mais c'est vraiment du bout des lèvres, quoi. Et il y a deux, trois cas comme ça, mais donc évidemment, notamment Vertigo, parce que... Mais là encore, on est déjà un peu sur pas la fin de la carrière, mais la deuxième partie, et puis, il y a une espèce d'épaisseur dans ce film, enfin bon, c'est carrément... je pense qu'on l'abordera après. Ouais. Il y a un autre truc dans la conception du livre qui pour moi est très importante. C'est effectivement ça, c'est la construction de film à film. Mais il y a aussi, ça a l'air de rien, mais à chaque fois qu'ils abordent un film, Truffaut fait le résumé détaillé du synopsis du film à côté. Absolument. Ce qui fait qu'en fait, parce que là, on est parti, nous, on connaît plutôt bien le cinéma d'Hitchcock, on a lu ce livre, toi et moi, je pense, plusieurs fois, donc on sait totalement de quoi on parle. Mais moi, je voudrais dire d'entrée que ce livre-là, il est abordable, même si on n'a pas vu les films d'Hitchcock, et même si on n'a pas l'intention d'être réalisateur. C'est-à-dire que c'est un livre qui, en plus, se lit, et c'est pour ça que j'aime bien qu'on parle de chef-d'œuvre derrière, se dévore, parce que on a tout le temps l'impression de savoir de quoi il parle. C'est pas moi, il y avait plein de films que je n'avais pas vus quand j'ai découvert ce livre pour la première fois. Je dirais même que la majeure partie des films, et je n'ai pas sauté ces chapitres. Moi aussi. Parce que c'est très très clair. En fait, les questions qu'il pose et les réponses qui sont données, c'est très très clair, et on a l'impression quelque part de voir des films en train de se faire, même si on les a pas vus. Exactement, parce que comme tu as dit, il y a toujours un résumé des films. Alors là, par contre, effectivement, spoiler alerte, ça divulgage à mort, voilà. Hein. Mais ça, c'était encore l'époque où on pouvait faire ça. Et en fait, évidemment, il n'y avait pas des gens qui venaient te taper sur l'épaule en disant non, mais parce que c'était une autre ambiance, enfin un autre rapport à absolument tout. Mais oui. C'est parce que c'est un livre où, en plus, même quand ils sont dans les films, dans les histoires, dans les choses concrètes autour des tournages et tout, ce qu'il y a aussi, moi, je trouve, d'absolument truculent, pour le coup, c'est que, et surtout Hitchcock, c'est que c'est un raconteur d'histoires, mais de petites histoires dans les histoires. C'est-à-dire qu'effectivement, en plus, il lui raconte des anecdotes où il dit « Ah ouais, en fait, pour ce film, j'avais pensé à une autre séquence », et il lui raconte la séquence, et c'est comme un petit conte. C'est comme une petite histoire, c'est comme une blague, et il a un talent pour raconter les histoires, Hitchcock, qui est juste prodigieux. Et il dit, ah ouais, non, puis en fait, c'était... Et l'autre lui dit, ah ouais, c'était quand même une super idée, vous avez dû avoir les boules d'abandonner ça. Il dit, ouais, mais en fait, c'était tellement bien, mais on s'est creusé la tête avec le scénariste, mais il n'y avait aucun moyen de le raccorder quand même avec le reste de l'histoire. Et donc, on a laissé tomber. On a laissé tomber, parce que pour le coup, c'était trop gratuit, voilà. Et il y a, je pense qu'on y viendra. Et c'est ça qui est génial, et c'est, comme tu le disais, c'est à la fois sur les tournages, sur les films d'Hitchcock et tout, mais c'est aussi bourré de petites histoires comme ça, qui sont totalement annexes, et qui des fois, ou même des témoignages sur sa vie et tout. Enfin, c'est un livre de conteur aussi, je trouve. Oui, mais c'est pour ça, c'est bien, parce que moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le côté spoiler, c'était pas grave avant et tout ça. Je trouve qu'il y a 2-3 scénarios dans lesquels c'est dommage de lâcher. Et Hitchcock était le premier à le dire, puisqu'il y avait ces fameuses affiches à l'époque de Psychose qui disaient ne dévoilez pas la fin, nous n'en avons qu'une, aucun spectateur ne sera accepté après la séance et tout. Mais en fait, ce qui rattrape, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, on est tellement noyé d'anecdotes, d'histoires et tout ça que le synopsis, on le lit pour savoir ce dont il parle, mais j'ai presque l'impression, peut-être c'est moi qui embellis, qu'une fois que tu as fini le livre, tu peux aller voir le film et ne pas te souvenir du synopsis. C'est pas ça qui va te marquer sur leur entretien, en fait. Neil McGuffin. Non, c'est ça. Et évidemment, Psychose est peut-être à part, parce que ça serait vraiment dommage disons que, en lisant le résumé, et en lisant tout, bon là, Psychose, c'est mort. C'est un film à spoil. Voilà.
Mais sur les autres, oui, je te rejoins totalement. C'est là où on voit que le synopsis n'est pas un problème, parce que ça rejoint l'une des fameuses parties de conversation, qui est toute la différence aussi entre la surprise et le suspense. Bon, je pense qu'on peut commencer l'exploration de ce livre par ce grand classique, qui est un moment, oui, on vous appelle tout le temps le maître du suspense, mais pourquoi, qu'est-ce que c'est? Et Hitchcock explique rapidement à Truffaut que la différence, c'est nous deux en train de parler là, on a une table à côté de nous, tu es accoudé, moi je suis sur un fauteuil, on discute, on est en train de faire l'étagère, les gens, imaginons qu'on est en train d'être filmé, les gens voient ça sur l'écran et subitement, boum, une explosion, toi et moi on meurt. Les gens qui voient ça sur l'écran sont surpris, ils sautent sur leur chaise, ils ont peur dans l'instant, ça c'est la surprise. Le suspense, c'est la même scène, mais sauf que avant que toi et moi on arrive à la table, et qu'on s'accoude et qu'on s'assoit, le metteur en scène montrerait le dessous de la table où quelqu'un aurait posé une valise avec une bombe dedans, et ça le spectateur le voit, et lui, donc il sait qu'il y a un danger, et il se dit, mon Dieu, ces deux personnes sont en train de croire qu'ils font une émission un podcast en toute innocence, mais non, ils vont mourir, il va leur arriver quelque chose, et c'est ça le suspense, c'est que là, c'est le spectateur lui-même qui génère son angoisse, et qui fait une espèce de montage aussi dans sa propre vision, et qui a envie que ça s'accélère, qu'on trouve une solution, que quand est-ce que oui, ça... Oui, et puis c'est un exemple que j'utilise très très souvent pour discuter sur l'enseignement du cinéma, c'est que ça n'a pas seulement cet effet d'angoisse et tout ça, ça a aussi l'effet que tout d'un coup, si on avait fait un doc sur nous en train de discuter, ça aurait intéressé peut-être les gens qui s'intéressent au sujet dont on parle. Là, tout d'un coup, on va devenir beaucoup plus sympathique parce qu'on a une menace sur nous. En fait, ça intensifie tout. Le principe du suspense, c'est une information au spectateur qui va intensifier. Voilà. Et que normalement, les personnages du film, eux, n'ont pas. Et que les personnages n'ont pas. Ouais. Donc ça, oui, c'est une des règles les plus emblématiques qui est expliquée là-dedans. Mais en fait, il y a tout au long de ce livre, il y a une telle conscience de ce que le cinéma fait au public qu'en fait, on comprend, en le lisant, on comprend pas seulement des techniques comme ça, d'efficacité du cinéma, mais il y a des questions qui sont posées en permanence sur quels sont les bons choix pour montrer quelque chose. Et les bons choix, alors, ils ne seront pas les mêmes pour tout le monde, mais en tout cas, Hitchcock les justifie tout le temps par l'angle de caméra, la lumière portée sur tel endroit, le choix d'un gros plan ou pas. Et des fois, alors c'est pour ça qu'en fait tout va partir en sucette dans cet entretien, mais parce qu'en fait, oui, en fait, je pense qu'on va même pas. J'avais mis plein de post-it et tout, mais ça servira à rien. Mais effectivement, et aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'Hitchcock à un moment dit à Truffaut, et aussi des fois, et c'est Truffaut qui évidemment, comme il sait l'analyser, lui dit mais des fois en fait vous ne montrez pas non plus. Il dit oui, il faut faire parfois l'économie d'un plan. Si on n'a pas besoin de ce plan-là, comme tu le disais, pour exprimer ce que j'ai à exprimer, pour le faire comprendre au spectateur, c'est pas la peine de le faire, même si il paraît naturel de le faire. Par exemple, souvent un plan d'ensemble dans un commissariat. Il dit à ce moment-là, vous ne faites pas ce plan-là, on reste que sur un plan serré, il y a un policier en amorce et tout. Il dit oui, je n'ai besoin que de ça. Vous voyez un policier en amorce de plan avec son badge, vous avez compris qu'on est dans un commissariat. Vu l'attitude penaud de l'autre personnage en face, il n'y a pas besoin de plus. Et moi, pour l'instant, j'ai besoin que vous vous concentriez sur cette victime. Voilà. Je n'ai pas besoin de faire un plan grandiose de commissariat vu de haut, et après je fais un autre plan et encore un autre plan, et après je m'intéresse à ce que je veux dire. Non, c'est pas la peine. Pas la peine de... Alors aujourd'hui, je pense que Hitchcock, même s'il avait déjà plus de cheveux, il se les arracherait. Mais quand tu vois la multiplication de plans pour tout et n'importe quoi, c'est illisible. Oui, parce qu'en fait, ce que Hitchcock pouvait absolument pas anticiper, c'est que maintenant, on fait du cinéma et de l'audiovisuel pour des gens qui sont en train de faire autre chose en même temps. Oui, voilà. Donc c'est pour ça aussi. C'est que les choses sont hyper soulignées. Parce parce que là, ils le disent aussi, ils le disent à un moment, oui, j'ai vu l'autre jour à la télé un accident de moto avec une voiture. En fait, on comprenait rien parce qu'il y avait tellement de plans montés très rapidement les uns après les autres. Tu vois, la technique du cut, je veux dire, ça existe depuis très longtemps. Et sauf que on voyait bien, Hitchcock disait que la personne qui a filmé ça n'avait pas d'idée.
Elle avait l'idée qu'il fallait filmer un accident, mais elle ne savait pas comment faire. Et Hitchcock dit, moi ce que j'aurais fait, et ce que j'ai fait dans d'autres films, c'est pas forcément montrer l'accident, c'est montrer plutôt déjà le résultat, et avant, on peut montrer des témoins qui vont entendre le bruit, on va montrer plusieurs visages sur différents cadres, qui nous permettent, qui nous évitent de montrer ce côté accident qui peut nécessiter des cascadeurs, qui peut coûter plus cher, et tout. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Et c'est ça, voilà, des leçons de mise en scène hyper pragmatiques, pour une clarté de signification et pour faire que ton film soit purement visuel et sur l'efficacité. Parce que sans beaucoup montrer l'accident, ton spectateur, lui, va être complètement monopolisé par cet accident et par tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'était déjà à leur époque. Maintenant, c'est à se taper la tête contre le mur. Il y a une course-poursuite, quelqu'un franchit, c'est devenu même une espèce de trucs sur internet, un type franchit une barrière là, un grillage en hauteur, et il y a un film, je crois que c'est un Taken ou un Taken 3 ou je sais pas quoi, avec Liam Neeson qui franchit un grillage, il y a 28 plans. Ouais. Tu vois, le truc c'est même pas, en plus les plans sont même pas super rapides et tout, en plus il y a même pas là, il est juste poursuivi, il faut juste qu'il franchisse le grillage. Et il y a 28 plans. Des whodunites aussi, parce qu'il y a tout un vocabulaire qu'on va apprendre aussi avec... Oui, alors le whodunit, c'était ces intrigues policières où l'aboutissement du film, c'était de savoir qui était le coupable. Exactement. Et lui n'aime pas du tout ça. Non. Parce qu'il dit qu'en gros, si un film tient uniquement là-dessus, c'est d'abord, une fois qu'on a la solution, le film perd tout son intérêt. Et puis, il manque justement toutes ces intensifications qui sont liées à d'autres... en fait... C'est dans le cinéma d'Hitchcock, c'est presque plus intense de savoir si le coupable va se faire attraper. Va plutôt être dans la peau du coupable qui essaye vite de se débarrasser du corps ou de je sais pas quoi, que de savoir si c'est lui qui l'a fait, quoi. Tu reviens à la fameuse séquence de Psychose. Oui, entre autres, c'est pas la seule. Hein. Mais non, bien sûr, mais il y en a plein. Mais là, comme ce qu'il y a, si on commence sur Psychose, c'est le pire. Non, mais avant ça, t'as l'ombre d'un doute où, le personnage principal est un méchant. Hein. C'est pas, qui est l'un de ses films préférés. Hitchcock, et c'est l'un de ceux sur lequel il dit celui-là c'est vrai que je l'ai énormément il est proche de moi, c'est pour ça que je le rapproche aussi un petit peu de Psychose, parce qu'il y a effectivement un personnage qui est quand même pas bon, et il a regretté l'accueil du film sur celui-là, parce que je pense que celui-là par contre il avait fait ce qu'il avait envie de faire, quoi. Mais souvent, oui, de toute façon, soit c'est... Il y a beaucoup la figure, à l'inverse aussi, de l'innocent, qui est accusé à tort, ou qui doit se dépêtrer avec ça, ou même dans l'exemple de La mort aux trousses, North by Northwest, l'usurpation d'identité. Cary Grant doit se dépatouiller avec cette fausse identité qu'on lui colle dessus et qui fait qu'il lui arrive des centaines et des centaines d'aventures plus dangereuses les unes que les autres. Et il doit trouver un moyen de sortir de ce... Et ça, c'est une constante dans tout son cinéma. Presque tous ses films parlent de ça. D'une personne, soit qui est prise pour quelqu'un d'autre, soit qui est accusée à tort. Soit... Il y en a énormément. Il y en a dès la période muette. Je sais pas si... Oui, je crois qu'il est encore dans le muet. The Lodger. Oui, The Lodger, bien sûr. The Lodger, c'est l'un des premiers. On peut dire que c'est presque... C'est même le premier... C'est inspiré par Jack l'Éventreur, je crois. Oui, tout à fait. Et voilà, il y a des meurtres dans la ville et il y a quelqu'un qui est pris pour... c'est ça. Hein, et là aussi, c'est gavé d'idées. On voit ce film aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, il y a plein de choses qui ont vieilli dedans. Mais côté aime le maudit avant l'heure, d'ailleurs. Ouais.
Ouais. Et puis là, on voit justement un fameux photogramme aussi avec un effet spécial où il avait fait une transparence. Parce qu'on l'entend, en fait, moi je me souviens de la scène. Lui, en fait, c'est un locataire dans une pension. On commence à le soupçonner d'être le coupable des meurtres. Et donc, il est en train de marcher dans sa chambre. Et les gens qui sont en bas, qui sont au rez-de-chaussée, notamment les propriétaires de la pension, l'entendent marcher, et pour matérialiser en fait cette espèce de soupçon qui naît, Hitchcock fait là pour le coup littéralement un plafond transparent où on le voit marcher, et en fait ça intensifie l'angoisse qu'il y a en dessous, le soupçon, et c'est une idée très simple en fait montrer ce qui... On sait que c'est pas réaliste, on sait que ce plafond n'est pas transparent. C'est juste que tout d'un coup, il y a la menace au-dessus. Mais c'est déjà ça. C'est là où on voit que déjà, dès le début, puisque c'est vraiment l'Odger, je ne veux pas dire, je crois que c'est 1929. C'est de toute façon, il y a toute la première partie en Angleterre où il commence... avec aussi les films après qui sont parlants, Number 17. Ces échecs aussi, avec ces échecs, il y va vraiment, disons, de manière assez cinglante, il est assez impitoyable avec lui-même. Dès qu'il s'écarte un petit peu quand même des films un peu policiers, un peu thriller, il essaie quand même tout au long de sa carrière des fois de faire des petites choses. Surtout au début, des petites choses différentes. À chaque fois, on peut dire qu'il se plante. Et pour lui, là, c'est pareil, il a un gros échec avec Valse de Vienne, on est en 1933. Et juste après, c'est là où il va faire la première version de L'homme qui en savait trop. Voilà. Avec Peter Lorre. Avec la première version d'un film qu'il refera plus tard avec James Stewart. Et de nouveau, il y a un petit parallèle aussi qui est fait avec M. le Maudit. Il y a le fameux les 39 marches. Mais sur L'homme qui en savait trop, de nouveau, il y a ce fameux final où on sait qu'il doit y avoir un attentat de commis pendant une représentation à l'opéra. Et le tireur doit tirer sur sa victime au moment où sera donné un coup de cymbale, qui est le seul coup de cymbale de toute la partition. Donc le tireur doit évidemment connaître l'œuvre par cœur, répéter en écoutant un disque. Mais ce genre de séquence, Hitchcock démontre de nouveau à quel point il est quand même un super metteur en scène qui arrive à convoquer absolument, à faire quelque chose d'opératique même, et purement visuellement, parce que là on est vraiment dans de l'idée de pure mise en scène. Oui, surtout quand on voit même la première version, à quel point le découpage est intelligent pour faire monter la tension. On attend ce coup de cymbale parce qu'on sait que la balle va être tirée à ce moment-là, et comme on est conditionné par le langage cinématographique, on s'attend à ce que quelque chose vienne interrompre ça. Et il y a donc une montée où il va alterner les plans entre le tueur, l'orchestre et la personne qui doit interrompre la chose. Et là, c'est de la leçon de mise en scène dans le sens où quels sont les angles, à quel moment on montre quoi, comment la musique intervient là-dessus. Et moi j'ai travaillé sur les deux, sur l'ancienne version et sur la nouvelle version, mais déjà la première version, elle est d'une modernité incroyable et elle suffit. Et en plus, alors, ce qui est dingue, c'est parce que on sort un peu du bouquin, mais c'est l'influence de ce truc-là. C'est-à-dire que des années après, Patrice Lecomte, le réalisateur français des Bronzés, va faire un court-métrage qui s'appelle Le batteur du boléro avec Jacques Villeray, et qui est un plan, je crois, un plan fixe. Je crois qu'il y a, je sais pas s'il y a du montage. Peut-être il y a un peu de montage, mais en tout cas, il cadre Jacques Villeray, qui est le batteur du boléro de Ravel, et qui donc va juste intervenir à la fin. Pour faire le dernier coup de cymbale. Il n'y a pas de suspense de meurtre, il n'y a pas de... Et c'est un film qui est hilarant, alors qu'il ne se passe rien du tout, parce que c'est Villeray aussi, parce qu'on est sur la gueule de Villeray. Mais en fait, je connaissant ayant un peu entendu Lecomte en interview, je sais qu'il connaît ce film-là, et je suis pratiquement sûr que c'est l'inspiration principale de ce film-là. Sauf il enlève tout l'effet policier, tout ça, et c'est juste, c'est un mec qui s'ennuie, qui essaie de se distraire pendant ce temps parce qu'il n'a qu'une chose à faire au bout de 10 minutes, enfin je ne sais pas combien dire le boléro, de frapper ses 2 cymbales. Et ça montre à quel point, en fait, même résumé à quelque chose d'essentiel, le cinéma d'Hitchcock est toujours dans
l'action, la suggestion, en fait, l'interaction avec les personnes qui regardent. J'allais te dire, c'est vraiment il prend vraiment en compte le spectateur et son but vraiment ultime, quoi qu'il fasse, c'est de l'impliquer. Alors c'est très drôle ce que tu dis sur Patrice Lecomte, parce qu'en plus, ça fait partie de ces petites anecdotes que Hitchcock donne à Truffaut. L'idée des cymbales m'a été inspirée par un dessin humoristique, ou plus exactement par une série de petits dessins qui occupaient 4 pages d'un magazine dans le genre de Punch. Et c'est là où il décrit, c'est le one man note, l'homme de une seule note. Cela montrait un homme qui se réveille, il sort du lit, il se rend à la salle de bain, il se gargarise, se rase, nanana, nanana. Bon, je coupe, hein, il va à l'opéra, il salue ses copains, il s'installe, nanana. Ça commence, machin. Lui, il est dans son coin, il bouge pas et tout. Oui, à un moment, il sort son truc, bim, il fait sa note. Discrètement, comme c'est au milieu quand même de la partition, les autres sont ils continuent de jouer, lui il s'en va discretos, il appelle son taxi, il remet bien son écharpe, il rentre à la maison, il se fait un thé, et après il va se coucher. Voilà. Oui, c'est la même idée. Voilà, mais tu vois, c'est là aussi, c'est cette espèce de transmission des histoires aussi, c'est cette tradition orale, et à un moment, Hitchcock, lui, il va en faire une tradition visuelle. Ouais. Et effectivement, après, je pense que tout le monde a été nourri d'Hitchcock, et à un point, enfin je veux dire, il y en a plein, quoi, même peut-être inconsciemment, et c'est comme tu disais, quoi, voilà, c'est que tout son cinéma attire tellement les gens, et même les créateurs, que il a envie de, presque tu entends, allez-y, servez-vous, quoi. Et effectivement, il faut après arriver à réinterpréter, à faire autre chose. On a des exemples célèbres, mais c'est ça aussi qui est quand même, qui je trouve est très... qui appelle ça dans le cinéma, notamment d'Hitchcock, quoi. C'est que vraiment, tu as un sens, c'est tellement jubilatoire, ça te fait tellement participer, que oui, il en faut pas beaucoup pour que tu participes encore plus en refaisant un peu la même chose, mais en essayant de faire différemment. Et d'où la force de ce livre, qui est aussi, qui est certes motivé par un metteur en scène, mais aussi par un fan qui a des choses, qui a des remarques, qui a des... qui transporte avec lui le cinéma d'Hitchcock parce qu'il l'adore et qui donc il veut pas seulement savoir les secrets, je pense qu'il a envie aussi de re-raconter avec Hitchcock son cinéma. C'est palpable, et donc justement voilà, c'est le passage que tu viens de lire sur l'anecdote que Hitchcock a trouvée dans les journaux, ça dit aussi que Hitchcock, il trouve ses idées, oui, on lui a foutu des romans dans les mains plusieurs fois, des pièces de théâtre au départ, des romans. D'ailleurs, on sait maintenant que le roman qui a inspiré Vertigo a été écrit spécialement pour lui. En fait, Boileau et Narcejac, ils en parlent aussi. Voilà, c'est dit, ils l'ont écrit pour lui. Il a été manipulé. Pour une fois, c'est lui qui a été manipulé. L'idée, c'était vraiment que Hitchcock en fasse un film derrière. Dans le bon sens du terme. Mais aussi, il lisait. C'est quelqu'un qui lisait les journaux quotidiennement. Il trouvait un fait divers, une idée, et paf, il partait dessus. Il lisait. Alors surtout après, en fait, il disait, moi, je n'ai le temps, je ne lis que le Times. Mais c'est ça que je veux, parce que dedans, des fois, c'est dommage, je crois que je crois que c'est Le Faux Coupable, le film avec Henry Fonda. Alors peut-être il y a ça, mais aussi pareil, il racontait une manière, un poisson emprisonné. Il y avait comme titre, il y avait ça, et en fait c'était, c'est peut-être pas exactement ça, mais un poisson emprisonné. Aujourd'hui, on a remis un poisson dans un aquarium et on l'a donné à la personne qui était emprisonnée pour tel meurtre parce que c'était son dernier souhait, elle voulait... voilà. Il dit, moi c'est ça que j'aime dans les journaux, c'est ce genre de choses. Et là encore, tu vois, il y a petite histoire, morale, chute, et puis un titre accrocheur qui t'interroge, et en fait à la fin, oui, c'est totalement banal. Et c'est vrai, oui, c'est un poisson emprisonné, mais emprisonné dans son aquarium, mais l'aquarium étant aussi en prison avec un prisonnier. Enfin voilà, c'est ce genre de choses qui pullulent dans le livre. Hein. Il y en a plein tout le temps, quoi. Et dont on voit à quel point ça se traduit toujours par des idées cinématographiques. Moi, c'est là que je trouve ce livre, inépuisable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on y revient, c'est pas seulement de constater c'est un génie du cinéma, et tout. C'est qu'en fait, clairement, quand on lit ce livre, on n'en a plus rien à faire du côté spoiler, justement. C'est pour ça qu'il n'aimait pas les films à mystère. Où il fallait, ce qui nous intéresse, c'est comment chemine
le cerveau de quelqu'un qui va, à partir d'un truc qu'il aura lu dans un journal, d'un dessin, d'un truc comme ça, il va se dire comment ça passe au cinéma. Et comment ça passe au cinéma? Ça passe avec des idées où il y a une distance à abolir entre le réalisateur et le spectateur, et que le spectateur, à un moment, il faut qu'il comprenne des choses par lui-même, il faut qu'il chemine aussi. Et c'est ce truc-là qui est, pour moi, qui est primordial. Moi, je suis pas comme toi convaincu que c'est fichu aujourd'hui, enfin que c'est la cata et tout ça, mais c'est vrai qu'on a tendance à mâcher ce qu'on veut dire. Et j'ai pas l'impression, parce qu'en fait, aussi, c'est un aspect qu'on n'a pas encore abordé sur les Hitchcock-Truffaut, mais il y a toute une partie qui n'y est pas dans le livre ou qui est en filigrane. C'est le côté personnel d'Hitchcock, ses obsessions à lui, et notamment tout son désir qui a été analysé et suranalysé pour ses actrices et pour les femmes en général, qui est, alors on parlait du faux coupable, mais c'est vraiment l'autre aspect qui transparaît quand même dans son cinéma. Son cinéma, il est gavé de désirs, et souvent de désirs pervers, de voyeurisme, de morbidité, de ce genre de choses. Et ça, évidemment, entre Truffaut et Hitchcock, ça ne peut pas être dit frontalement. C'est-à-dire que Truffaut essaye d'aller un peu sur le terrain, mais parce qu'on a affaire à un Anglais protestant qui vous voit, il y a quand même une distance. Hein. Il sent bien l'admiration de ce petit jeune Français, et il l'apprécie. On en a des preuves dans leur biographie commune. Mais on va pas trop se taper sur l'épaule. C'est pas le genre de la maison. Non. Il y a vraiment une distance. Et quand on entend les entretiens, c'est encore plus flagrant. Ça pourrait être un intervieweur très très formel. Puis il y a Hélène Scott au milieu. Et il y a Hélène Scott au milieu. Qui en plus fait tout ce boulot de passer de l'un à l'autre rapidement, et qui effectivement de temps en temps prend pas le bon aiguillage, mais voilà, il y a tout ça, quoi. Et donc je pense qu'on a affaire, c'est pas un hasard si Truffaut aime autant Hitchcock, on a affaire à deux obsessionnels et qui ont un rapport un peu compliqué quand même obsédé, disons-le, au désir des femmes. Et alors, évidemment, ces questions ne sont quasiment jamais ou toujours abordées par la bande, mais elles ressortent aussi dans des choix de réalisation. Et puis alors, il se trahit à des moments, notamment sur la partie Vertigo. Ce que j'allais te dire. Quand Hitchcock raconte comment il va accompagner Kim Novak pour choisir ses vêtements et façonner le personnage par la coiffure, par les vêtements, par les bijoux, etc., exactement comme le fait James Stewart dans le film. Voilà. Et à un moment, Truffaut lui dit non, mais parce que lui, il a un peu les boules, parce qu'il voulait encore, je sais plus si c'était encore Grace Kelly qui voulait ou pas, ou en tout cas, il n'avait pas eu ni Grace Kelly, ni Eva Marissin, et donc... tu en oublies une, il y a celle qui devait devenir son actrice principale. Tippi Hedren, c'est après. Oui, non, c'est justement celle de... Janet Leigh, mais non. C'est celle qui joue le second rôle dans Psychose, qui fait la sœur qui revient après. Vera Miles. Ouais. Vera Miles devait devenir sa nouvelle Grace Kelly, en fait, sa nouvelle égérie. Sauf qu'elle est tombée enceinte. Alors il y a ça, voilà. Et que donc elle l'a lâchée. Et là, Truffaut dit quand même, ah non, mais Kim Novak, elle est vachement bien. Et alors carrément, quand tu relis, c'est un peu limite. Ah mais oui, il est assez odieux sur. Ouais, bon, enfin. Il dit, là j'ai plus le terme, mais il dit, non mais elle a un côté bestial presque. Bovin. T'es sûr bovin? Non, parce qu'il dit, non, Hitchcock dit, les acteurs sont des bovins. Ouais. Voilà, mais non, il dit bestial, elle a un côté comme ça, très sexuel. Vulgaire en fait. Ouais, mais même charnel, presque il dit c'est une prostituée, quoi, pour pas dire, j'ose pas dire le mot avec athlète, tu vois. Et l'autre dit ouais, bon, c'est vrai que ça passe peut-être et tout, quoi. Et effectivement, par contre, le film, c'est ça, c'est un amour, enfin, je veux dire, Vertigo, c'est un amour nécrophile, quoi. Enfin, c'est de la nécrophilie. Bien sûr. Non, mais là, donc là,
Il invente quasiment un genre à lui tout seul. C'était juste avant qu'on passe sur les côtés un peu obscurs de Hitchcock. Hitchcock dit « Certains films sont des tranches de vie, les miens sont des tranches de gâteau ». Voilà, je crois que ça dit bien ce qu'on voulait dire aussi un petit peu avant, dans cette obsession qu'il a de penser tout le temps au spectateur et de vouloir faire une espèce de spectacle total où il faut vraiment que ça fonctionne effectivement dans tous les départements et c'est pour ça que le cinéma lui va aussi, parce que c'est quand même une convocation de tout, de la musique, du théâtre, de la littérature, du dialogue, du visuel, de la peinture, de tout ce qu'on veut. Enfin voilà, mais justement en disant ça, Christophe, tu es justement au cœur de la chose. C'est-à-dire que pour Hitchcock, le cinéma est un pur divertissement, un pur cadeau offert aux gens qui vont le recevoir, et donc c'est pas une tranche de vie, c'est pas personnel. Tout cet aspect-là, il a fait que du cinéma de genre toute sa vie, jamais il met quelque chose de personnel dedans. Oui. Après, nous ne sommes pas dupes. Et voilà, c'est là, moi, je trouve que ce livre, et même ce qui est pas dit dedans, est dit quelque part. C'est-à-dire qu'il y a un tel refus de ça, et en même temps, il y a quelques passages où il se trahit quand même sur ses pulsions, sur ses désirs et tout ça, et que c'est même révélateur de ça. Après, il y a évidemment tout l'aspect qu'on sait maintenant, les moments où il a dérapé, qui était d'ailleurs exactement la période où a été fait le livre, bien sûr. Où il est devenu lui-même agresseur et tout ça, je ne dis pas que ça y est sous-entendu dans le livre, parce que c'était même pas connu à ce moment-là, mais par contre qu'il est complètement obsessionnel et que parce que là, on parle de son désir, mais il y a un autre aspect qui est dedans. L'idée de faux coupable, elle vient de l'anecdote qu'il a racontée 10 000 fois et qui est dans ce livre-là, qui est que son père, pour le punir, l'a envoyé dans un commissariat et avec un mot pour le policier qui était en présence, qui l'a enfermé pendant quelques secondes ou quelques minutes derrière les barreaux de la prison. Non, quand même. Et le mot, c'était de faire ça à mon fils pour qu'il comprenne, et le policier lui aurait dit après, voilà ce qui arrive aux petits garçons qui désobéissent. Bon, le truc vu d'aujourd'hui est complètement dément. On fait pas ça à personne d'ailleurs, mais surtout pas à un gamin. Mais cette anecdote qui est hyper personnelle et qui est certainement un grand trauma de sa vie, en fait, elle explique toute sa thématique. Déjà ça. Et sur la thématique, on va dire, allez, clairement, on va simplifier, sexuelle. Tu l'as dit, mais c'est pour ça que c'est important peut-être de le ressouligner. Effectivement, je pense que Truffaut est pas dupe. Et lui, je pense qu'il a le même vice, quelque part. Peut-être qu'il l'assume un petit peu plus, même s'il peut pas en parler ouvertement. Mais effectivement, ça revient régulièrement. Pas de manière frontale comme tu le disais tout à l'heure, mais c'est quand même complètement... Enfin, je veux dire, quand tu lis le livre, ça transparaît à fond, quoi. Et ce relationnel avec les actrices, d'ailleurs, du moment où Grace Kelly apparaît dans sa filmographie, tu comprends tout de suite quand même que c'est un enjeu, et que toutes les scènes un petit peu importantes, c'est ça. Oui, je fais des films de genre et tout, mais enfin, en gros, aussi, derrière, c'est toujours savoir est-ce que le garçon va sortir avec la fille et inversement. Fenêtre sur cour, on a un grand suspense, on a un grand dispositif de mise en scène où tout se passe dans une cour d'immeuble avec plein de gens, plein de voisins, et il y a une suspicion de meurtre dans le bâtiment en face. Mais tout l'enjeu, tout le vrai enjeu, le MacGuffin, on en dira, c'est de savoir si l'autre il a tué sa femme, mais tout l'enjeu du film, c'est de savoir si James Stewart va sortir de sa solitude romantique et enfin épouser Grace Kelly, tu vois. Alors moi je dirais pas ça, moi je dirais que tout l'enjeu c'est de comprendre pourquoi cet homme qui a Grace Kelly dans son salon est en train de regarder ce qui se passe en face. Oui, t'es d'accord, mais que... Enfin, pas que ça revient au même, mais donc c'est... Je veux dire, là, il y a un truc. Et ce qui fait que son personnage, qui est certainement Hitchcock, a quand même un gros problème. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais il filme quand même une femme qui, à un moment, est envoyée en face et qui trouve une bague, et elle lui montre la bague au doigt, alors que lui, il est en train de la mater avec l'appareil photo.
Tu vois, donc je veux dire, c'est... Ouais, mais alors si on pousse le truc, il voit surtout une femme... Il voit une femme qui était à côté de lui, qu'il ne regardait pas, et qui devient intéressante quand elle est en danger, sous ses yeux... De voyeur, comme tu disais. Voilà, non, mais c'est pour ça que tout est là. Mais ce que je veux dire, c'est que l'aspect romantique, là encore, c'est surtout peut-être plus pour les spectateurs. Sans s'en rendre compte, je pense que Hitchcock, où il s'en rend compte ou pas, mais qu'importe, oui, si on réfléchit après 2 secondes... on s'en fout de savoir, évidemment, on le sait qu'à la fin ils vont se faire un bisou et ils vont se marier, et ça y est, il n'est plus le célibataire endurci qu'il était. Par contre, effectivement, il est peut-être plus intéressant de noter qu'on a eu quand même une espèce de gros voyeur avec un gros appareil photo qui a passé son temps à mater tous ses voisins sur quasiment toutes les coutures. Même si c'était un grand photographe, il a appliqué son art et son talent à ses voisins et à des choses qui commençaient à être un petit peu limite, même si à un moment c'était pour une meilleure cause. Il y a le fameux, là j'avais noté aussi dans, je crois que c'était Young and Innocent, celui-là je l'avais vu. Jeune et innocent, le fameux travelling là encore où idée purement visuelle où ils savent, il y a les 2 personnages principaux doivent retrouver évidemment le meurtrier, le coupable, qui a un tic nerveux sur les yeux. Et comment le savoir? Et là encore, mise en place du suspense avec un long travelling avant qui traverse toute une salle de bal et qui finit par aller sur le batteur du groupe, c'est-à-dire même en plus celui qui est le plus au fond généralement, et la caméra ne s'arrête pas, elle commence à prendre son gros plan et évidemment elle finit sur ses yeux, et là on voit le tic nerveux des yeux, et subitement nous spectateurs, on sait qu'elle est coupable. Avant eux, puisque eux débarquent dans la salle et ils disent mais comment on va faire pour trouver où est ce mec? Voilà. Et c'est juste prodigieux. Tu vois ça encore aujourd'hui, ça fonctionne, mais à merveille, quoi. Oui, puis surtout qu'alors en plus, problème. Là, il y a aussi un aspect qui apparaît dans le livre, qu'on voit dans le livre, et qui court tout le temps dans les films d'Hitchcock. Hitchcock a fait très peu de comédie. Par contre, ses films sont gavés de clins d'œil humoristiques. Et là, en particulier, la musique qui est en train de jouer l'orchestre parle du batteur. C'est le genre de truc, le genre de détail, alors plus c'est en anglais donc on n'y fait pas forcément attention, mais c'est le genre de détail qui a tout le temps glissé dans ces films, c'est-à-dire que quand on les revoit, on découvre à quel point tout ça est construit, à quel point il y a des signes qui nous sont envoyés en permanence, et on les attrape ou on les attrape pas, c'est aussi le jeu du cinéma, quoi. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est là où même si après l'avoir vu 1 ou 2 fois, ok, tout ce qui est intrigue, MacGuffin, on va y arriver, ou suspense, bon ok, on a réglé toutes ces choses-là, on les sait, mais on peut revoir les films, car comme tu dis, effectivement, il y avait déjà d'autres signes avant, et que peut-être on n'avait pas eu le temps de percevoir, d'analyser, et de pleinement goûter, quoi. Et c'est ça qui est effectivement, moi je trouve, génial dans ces films-là, c'est que t'as une espèce en fait de richesse, mais qui est à tous les niveaux, qui est effectivement autant sur la bande-son, que sur l'écriture des dialogues, que sur la mise en scène de mœurs, la mise en scène de l'action, les décors, les effets spéciaux, enfin voilà, je veux dire, c'est buffet à volonté, quoi. C'est juste ça. Et l'humour, oui, ça aussi, l'humour, non mais t'as plus que raison. Même chez lui, il y avait cette forme de understatement, l'humour un peu à l'anglaise. On dit des choses graves, mais sur un ton un petit peu détaché, pour que ça passe mieux. Il en a fait même tout un film, celui Harry. Mais qui a tué Harry. Mais qui a tué Harry. Ouais. Celui-là aussi qui est très proche de son cœur. Là, il avait vraiment voulu faire un film anglais dans le contexte américain. Mais qui est magnifique, revu aujourd'hui. C'est un film très beau. En plus, au niveau, il y a une photo formidable. Pour le coup, celui-là, il est un petit peu différent, même s'il y a un mort et tout, quoi, voilà. Et puis alors, il y a un truc, mais qui a tué Harry, il rentre dedans, dont il parle beaucoup avec Truffaut, c'est les concepts. C'est qu'il part de films qui sont des concepts. Le plus connu étant certainement La Corde, qui est censé être un seul plan, bon, avec quelques idées pour les changements de bobine, mais enfin, qui est censé être un plan séquence, et le tout dans une pièce aussi. Il y a celui qui se passe dans un bateau, j'y pense parce que là, il y a... Lifeboat. On pourra parler de ses caméos. Oui, on en parlera après, si tu veux. Mais en fait, ces concepts, c'est jamais que des concepts. C'est-à-dire qu'il va partir de « j'aimerais faire un film comme ça »,
Et à partir de là, il va trouver l'intrigue qui va permettre ce concept-là, et il va trouver en permanence des idées de mise en scène pour dynamiter ça. Et d'ailleurs, il parle à un moment d'un concept qu'il n'a pas tourné, il dit j'adorerais faire une séquence où on voit la chaîne de montage automobile. Voilà, alors ça c'était à la fin, effectivement. Mais pourquoi j'en parle? Parce que ça me revient là. Donc l'idée c'est on remonte toute l'étape de construction des premières pièces posées, on fait tout le tapis en fait du travail à la chaîne. Et quand on arrive à la fin, avec deux personnages qui parlent en même temps. Ouais, c'est-à-dire l'un lui fait visiter à l'autre. Alors je crois que c'était dans La mort aux trousses. Ou à un moment, Cary Grant, je sais plus quoi, je crois que c'est celui-là. Et effectivement, on sait plus pour quelle raison, mais il arrive dans cette usine et quelqu'un lui fait visiter. Ah, regardez comment on construit les voitures. Et ils font ensemble toutes les étapes. Toutes les étapes. Et quand ils arrivent à la fin où la voiture est complète, ils ouvrent la portière et il y a un corps qui tombe. Il l'a jamais fait, mais si je me trompe pas, c'est le début de Blue Collar de Paul Schrader. Ah ouais, je me souviens plus, tu vois. Et puis Carpenter reprend aussi l'idée de la construction de la voiture dans Christine. Dans Christine, alors bien sûr. évidemment, on va parler d'autres choses, mais c'est quelqu'un qui avait à la fois des idées comme ça visuelles en disant ça serait intéressant de faire ça au cinéma, mais qui ne s'arrêtait pas au concept. Et je trouve que là aussi, c'est une leçon qu'on n'a pas totalement tirée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des films concept, mais des fois, dans le scénario, ne va pas au bout. Et ben là, tout à fait. Mais c'est le high concept movie, voilà, qui maintenant est beaucoup trop présent. Et évidemment, comme toujours, nos deux amis en parlent. Parce que, voilà, c'est le mystère de la Marie Céleste. C'est le fameux épisode où, effectivement, là aussi, Hitchcock, à un moment, veut faire The Wreck of the Mary Dear, où il commence à bosser sur un projet, et il dit, en fait, il existe une célèbre légende qui s'intitule Le mystère de la Marie Céleste. La connaissez-vous? Il parle à Truffaut. L'action est censée se passer au milieu du 19e siècle. Un navire a été découvert dans l'Atlantique en pleine navigation. Il n'y a aucun homme à bord, aucune trace. La mer est calme. Des gens montent sur ce bateau et ils constatent que les canaux de sauvetage ont disparu, que le four est encore chaud. Ils trouvent les restes d'un repas récent, mais aucun signe de vie. Pourquoi est-il impossible de tourner cette histoire? Parce qu'elle est trop forte au départ. Il y a tellement de mystères dès le début que lorsqu'il faut expliquer enfin ce mystère, on arrive à quelque chose de très laborieux et qui ne peut en aucun cas être à la hauteur de l'ouverture. Voilà, et c'est ça. Et c'est tout le problème des high concept movies, c'est qu'en plus, comme les gars derrière, ils bossent pas du tout, oui, ils en restent à ça, et après c'est dégringolade assurée, et on a les troisième actes de film où... que ça soit plutôt thriller ou fantastique ou horreur ou ce que tu veux, puisque souvent ça reste dans le cinéma de genre, il va pas y avoir du high concept de cinéma social, tu vois. Oui, tu vas sortir les rames et commencer à partir du troisième acte à commencer à ramer dans tous les sens, parce que t'es tellement parti haut que tu ne peux malheureusement que dégringoler. Mais même des bons, hein, c'est un problème un peu récurrent chez David Fincher, par exemple, avec son film sur la Panic Room, là, voilà, où il y a un super concept au départ, et puis ça a du mal à tenir jusqu'au bout. Enfin, il y a plusieurs films comme ça, même chez des réalisateurs intéressants qui bossent, où voilà, il faut avoir cette espèce, en fait. Tu parlais des scénaristes d'Hitchcock. Hitchcock, il n'avait pas de rapport facile avec ses scénaristes, il n'a pas gardé les mêmes tout le temps. Non, à chaque fois, c'est à part. Et souvent, même s'il avait des figures du monde du roman, avec Chandler, je crois qu'à un moment ça se passe mal, parce que dès qu'Hitchcock il redit un truc, l'autre lui dit ah bah donc c'est bon quoi, vous n'avez pas besoin de moi. Mais non, de toute façon, voilà. Hitchcock et Chandler sont complètement incompatibles. Voilà. Chandler, la plausibilité, parce qu'il parle beaucoup de ça aussi, la différence entre le réalisme au cinéma et la plausibilité. Tout à fait. Nos amis les réalistes et... Ouais. Chandler en a rien à foutre que les choses soient cohérentes. C'est comme ça dans ses polars, c'est comme ça dans ses scénarios pour le cinéma. Donc ça marchait pas, parce que Hitchcock, lui, le réalisme ne l'intéressait pas du tout. Il le dit plusieurs fois à Truffaut. Nos amis les vraisemblables. Voilà. Mais par contre, il faut que ça fonctionne dans l'économie du film, dans la logique du film. Bien sûr. Et c'est là que je pense qu'il a beaucoup travaillé avec ses scénaristes, et qu'il a aussi énormément remis en cause des idées parce qu'elles ne fonctionnaient pas au niveau cinématographique. Et c'est là que je pense qu'il y a ce livre, c'est un paradoxe, ce livre, parce que même s'il y a beaucoup d'illustrations, c'est quand même un dialogue sur combien de pages? 300, 400, 300. Et on n'arrête pas de voir des images quand on le lit, y compris, je répète, si on n'a pas vu les films. Et parce qu'il y a ce que tu disais, ce sens du récit, c'est-à-dire que le type est un vrai conteur.
Pudovkin, you know, Pudovkin, comme vous le savez, always wrote about the écrivait woman who constamment looked de la down femme at the dead qui regardait baby, le bébé mort and the face never changed, et but la you figure felt ne changeait jamais, compassion. mais l'on sentait la compassion. Take away the baby shot, Vous enleviez la vue du bébé put a plate of food, et vous mettiez and un there plat de was nourriture hunger. et on y lisait la nourriture. Just in the same way that we take a close-up of Stuart. De la même façon que nous prenons un close-up de He looks Stuart, out of the il regarde window. hors de la fenêtre, We'll say, for example, On dirait he par sees exemple, a woman il voit holding une a femme baby, tenant un and enfant, you cut back to Stuart. et ensuite on regarde Stuart de He nouveau, smiles. il sourit. Take away your middle piece of film. Vous enlevez votre film What he du milieu, sees, qu'est-ce que vous He voyez? looks Quand il regarde, some other piece of film. il voit He un autre morceau de smiles. film, il Now, sourit. let us put in a middle piece of Mais film. maintenant, si dans A ce girl milieu in de the film, nude. du milieu on mettait une fille à poil, He's now a dirty old man. maintenant c'est un vieux salaud. Ce sourire. Parce que c'est un personnage qui You n'est see, because he's a character who is que curieux. only simply curious, Finalement, il est assez immoral. but he's rather immoral, Et vous le condamnez un peu. and you condemn him to some degree in the picture. Well, he was a peeping Tom. Mais c'est vrai que c'était un voyeur. C'est ça, c'est un voyeur. Bah, comme tu disais, pour peut-être un peu clore sur la relation avec ses scénaristes, c'est qu'en fait, souvent, là où ça allait le mieux, c'est quand il avait affaire un peu à des techniciens, c'est-à-dire des gens qui arrivaient à se positionner par rapport à Hitchcock et qui arrivaient à y avoir cette espèce de partie de tennis où ça se renvoie la balle et effectivement, il faut arriver à faire une mécanique bien huilée, bien en place, où il y a tout. Le truc est que après, en plus, même si il y a eu cette espèce de rumeur qui a été sur Hitchcock, comme quoi en plus après il faisait vachement de storyboard et qu'après presque le tournage c'était un peu chiant parce qu'il fallait juste remplir les cases et que comme en plus il traitait un peu les acteurs comme des bovins, bon c'était un peu compliqué et tout, c'était pas la partie la plus agréable. Mais en fait, alors je l'ai pas noté, mais il y a eu un autre gros livre de quelqu'un qui montrait Preuve à la pluie avec tous les documents de travail sur les tournages, que en plus, l'autre grande force aussi d'Hitchcock qu'on dit peut-être pas assez, c'est que même après, au moment du tournage, il était encore capable d'improviser. C'est Hitchcock au travail, le livre dont tu parles, voilà. C'est Hitchcock au travail. Et ben voilà. Et en plus de changer effectivement son plan, changer son fusil d'épaule, si effectivement, encore une fois, il sentait que, ah ouais, ce que j'avais prévu, en fait, non, ça va pas du tout aller. Et il avait encore cette capacité-là, qui pour moi aussi est un petit peu la marque des plus grands, qui arrivent aussi à s'adapter au moment quand même crucial du tournage. Il s'agit quand même de faire un film, donc même quand tu as fini un super scénario, t'en es au mieux qu'à un tiers du processus intégral. Et après, il y a toute la partie post-production. Non, et puis voilà. Même si tu as le storyboard et le découpage dans ta tête, il faut être idiot pour ne pas s'adapter à une idée, à une illumination qu'il y a pendant le tournage. Et Hitchcock, comme Kubrick, enfin ces gens qui sont quand même des obsessionnels de la préparation, du détail et tout ça, ils vivent aussi les tournages, même si effectivement les témoignages affluent sur le fait que il buvait un thé pendant certaines scènes. Oui, il existe un film sur Hitchcock qui s'appelle Hitchcock, où là le réalisateur, c'est sur le tournage de Psychose, prend des libertés sur à un moment donné, sur la scène de la douche, on le voit en colère prendre le couteau et simuler la scène. A priori, ça n'a pas eu lieu et c'est du délire d'imaginer Hitchcock qui prend cette colère comme ça. Mais après, c'est pas important. C'est important, c'est ce que veut dire le réalisateur à ce moment-là sur l'implication d'Hitchcock dans son film, ça, ok. Mais c'est pas parce que le type est anglais, réservé, très poli, machin, qu'il n'est pas totalement impliqué dans la réalisation. Et sinon, il n'y aurait pas ce livre. Puisque on oublie un truc, c'est que on est en 62, tu as dit, quand il fait les premiers entretiens. Les entretiens, 62, donc, ouais. Certains films dont il parle, ça fait 30 ans qu'ils sont tournés. Tu vois, et il s'en souvient quand même très très bien, le gars. Oui, c'est assez impressionnant. Donc s'il était là en touriste parce qu'il avait bien écrit son découpage et tout ça, il n'aurait pas une mémoire aussi vive
de ce qui s'est passé. Non, puis de toute façon, comme tu dis en plus, il y a le mélange. Enfin, comme ils font à chaque fois ces parties-là, oui, on a beaucoup d'informations sur la genèse des projets, la partie scénario et tout. Mais effectivement, sur la partie tournage, il s'est bourré d'anecdotes, de trucs, comment ça a été filmé, comment j'ai dû changer aussi là, comment. Et il y a un truc très émouvant sur le film. Alors, c'est Topaz ou Leto. C'est le même. Oui, alors c'est le titre français, voilà, mais je crois que c'est celui-là. C'est celui où il y a les acteurs français dedans, Piccoli, Noiret, tout ça, ouais. Okay. Ou que là, il avait prévu un duel à l'ancienne, un peu à la Barry Lyndon, là, au pistolet de sa machin, et que ça foire complètement, et que, en gros, c'est la première fois dans sa carrière. Alors là, c'est raconté par Truffaut, c'est dans la deuxième partie après, et que pour la première fois, en fait, il a carrément pas de fin pour son film. Et il peut plus tourner. Le tournage est terminé, il n'y a plus de sous, il n'y a plus rien, c'est fini. Et en fait, son climax final est complètement foireux. Il ne peut vraiment pas l'utiliser. Et là, il va faire une espèce de magouille de montage en utilisant... Il doit faire comprendre que Piccoli meurt. Et en fait, il va prendre la silhouette de Philippe Noiret qui rentre dans la maison de Piccoli, parce qu'on l'a identifié dans plusieurs autres séquences avant. Mais en plus, il peut pas prendre complètement Philippe Noiret de dos, parce qu'évidemment, déjà, au niveau carrure, c'est pas les mêmes, et qu'en plus, dans le film, Philippe Noiret a une béquille. Donc, il ne prend qu'un bout d'épaule de Philippe Noiret qui rentre dans la maison de Piccoli, la porte se ferme, l'image est mise en pause, et il y a juste un effet sonore de pistolet, un son de pistolet, et on comprend que, spoiler, Piccoli s'est suicidé. Voilà la fin de son film. Et Truffaut dit, là, c'est émouvant de savoir ça, de l'angoisse qu'il a dû avoir à la table de montage, de ne pas avoir ce à quoi il avait pensé, et comment on arrive à s'en tirer avec la magie du cinéma pour essayer de sauver les meubles, quoi. Enfin, l'anecdote est jolie, mais le film est un peu catastrophique. Ah, mais le film est catastrophique. Il faut pas du tout. Mais comme histoire, c'est beau. Ça. Je veux dire, là, c'était l'exemple extrême de s'adapter, t'as tout prévu, et en fait, ce que t'as prévu est une catastrophe, tu vois. Et non, mais c'est pour ça qu'il y a vraiment, c'est vraiment tout, très très beau, quoi. On l'a dit au début, mais ce livre est aussi, à mon avis, un manuel de mise en scène. Hein. Ah bah, il y a tout à savoir, là. Enfin, je veux dire, évidemment qu'il n'y a pas les aspects matériels, quel focal utiliser pour faire ceci ou cela, mais ça s'arrête là, parce que tout le reste, tous les aspects, parce qu'il parle aussi de production en permanence. Hitchcock parle de comment il a monté les projets, ah oui, ça c'est... Alors, bon, après, une fois qu'il est aux États-Unis, il est avec des grosses boîtes de production, mais oui. il y a quand même... Il est aussi très loquace sur ce que c'est l'économie du cinéma, quoi, sur comment on fait pour monter un projet. Lui, comme en plus, à la fin, ce qui compte, c'est le résultat du box-office, je peux te dire qu'effectivement, il a le sens du budget, quoi. Il sait absolument tout. D'ailleurs, c'est pour ça que, on peut ressauter à Psychose. Moi, ce qui m'a toujours bluffé quand même, c'est de savoir qu'on est en 1960, que le film, il coûte $800 000, il va en rapporter 40 millions, donc inutile de te dire que c'est bon. Mais c'est que ce film-là, il le tourne en même pas 2 mois, en noir et blanc, avec l'équipe avec qui ils étaient déjà en train de faire sa série télé, Alfred Hitchcock présente, où il se dit non, mais moi ce film-là, je vais le tourner comme ça, à l'économie, en noir et blanc, sur maximum 2 mois. Et en plus, par contre, c'est la scène de douche, évidemment, qui, elle, prend 1 semaine entière. Mais parce que... Voilà. Il sait absolument tout là à l'avance, mais il a une espèce quand même de... C'est entre la vista et la vision, parce que te dire que, alors que là, il est dans son âge d'or. Il aurait pu faire un film couleur. Il vient de faire L'amour aux trousses. Voilà, il vient de faire L'amour aux trousses. Il est au sommet. Il a Cary Grant qui est le plus grand acteur, enfin l'acteur le plus populaire du cinéma américain. À ce moment-là, il enchaîne des succès en plus. Il est vraiment dans une grosse période. Mais c'est là que son intelligence, elle est quand même très palpable. C'est qu'il aurait fait ce film-là avec des stars et en couleur, il aurait eu la censure sur le dos. Et il n'aurait pas eu l'effet de surprise qu'il a eu. Il est lui-même hyper populaire, grâce à la télévision, entre autres, puisqu'il il fait cette série Alfred Hitchcock présente, depuis 55, qui est une série... Alors ça aussi, Truffaut n'en parle pratiquement pas de ça. Mais ça, c'est passionnant, de savoir que cet homme qui est au sommet du cinéma lance, peut-être pour des raisons financières, lance cette collection, peut-être qu'on lui a proposé pour la télévision, mais où
il réalise pas tous les épisodes, et alors il les scénarise pas tous, loin de là, mais par contre, il les présente tous avec son humour très, très anglais, là, et que on va retrouver son esprit, son intelligence dans la couleur, en noir et blanc, mais la couleur de la série télé, puisque c'est des petites fictions de 40 minutes, ou moins que ça, même demi-heure, dans laquelle il y a, alors, un retournement, mais un retournement... comme dans les nouvelles un petit peu fantastiques des années 50, une chute, des histoires à chute, quoi. Qui te laisse un peu la bouche ouverte ah oui, mais en fait c'était ça, l'équivalent de ce qu'il y a en SF dans la 4e dimension. Et tu te dis, ce mec, ok, il se fait de l'argent en faisant ça, mais aussi il teste des trucs qu'il n'a pas eu le temps de faire ou qu'il ne peut pas faire sur la longue durée ou tout ça. Et quand il entreprend un truc aussi gonflé que Psychose, qui est quand même la matrice de cinéma, j'irais pas jusqu'à dire gore, mais... si, moi je mais le non, dis. non, puisqu'en fait, il ne l'est pas vraiment, c'est ça la trouvaille. Oui, mais très suggestif sur l'horreur. De toute façon, tout le cinéma... Enfin, il invente déjà le serial killer, si tu veux. Donc, voilà. Dans Vertigo, il invente le polar sexuel presque. Je veux dire, il invente Basic Instinct. Psycho, ça invente tous les serial killers. Tout le côté gore quand même. Parce que oui, Hitchcock, c'est un malin, comme tu as dit. S'il a dit oui, j'ai choisi le noir et blanc, parce que vu que je voulais faire couler du sang, là, c'était pas possible, quoi. Ça ne serait pas passé. Il le sait, il l'anticipe, il est malin. Évidemment, comme il veut faire son film, il se dit ça sera noir et blanc. Voilà, il va pas, il s'arc-boute pas sur ce principe-là. Mais pour moi, de toute façon, il invente presque tous les genres à part le western, je veux dire, presque tous les genres du cinéma quand même américain qui vont être encore plus, enfin pas plus populaires, mais qui vont encore prendre une plus grande importance dans les décennies qui viennent. C'est pas qu'il invente les gens, c'est qu'il il intervient, il les transforme définitivement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il met une semaine à tourner une scène de meurtre qui va représenter à l'écran un moment capital, et parce qu'on s'attarde sur des choses qu'on ne montrait pas jusqu'à maintenant, et aussi pour le retournement de scénario, plus personne derrière ne va faire du cinéma à l'ancienne. C'est-à-dire que ça redistribue les cartes. Et c'est un peu ça le truc. C'est pas que... Parce que les gens, il fait du cinéma d'espionnage, il fait du polar, il fait du... Parce que moi, tu vois, La mort aux trousses, il invente James Bond. Hein. Oui. Mais en fait, il invente James Bond. Oui. Mais le cinéma... C'est pas encore James Bond. Le cinéma d'espionnage existait avant. En fait, ce qu'il invente, c'est des sous-genres. Il invente le giallo, il invente James Bond, il invente tout ça. Mais parce que, une fois qu'il a fait ça, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux refaire les trucs avant ? Quand un tueur arrivait, il était dans le noir, on voyait sa main se lever, puis on voyait plus rien. Non, c'est plus possible. Et puis comme en plus, alors là aussi on saute, mais c'est la scène dans La mort aux trousses de... l'agression sur Cary Grant avec l'avion, la scène de l'avion, voilà. Et comment il explique à Truffaut en disant, en fait, c'était presque simple. Je voulais prendre le contre-pied de tous les clichés où le héros a un rendez-vous avec quelqu'un qui doit lui donner des informations importantes sur sa mission. Et comment ça se passe ? Ah bah oui, on fait un plan sur une rue de nuit, faiblement éclairée, peut-être même un peu de pluie par là, ou alors le sol est encore mouillé. Le personnage principal arrive, il est dans la lumière du seul lampadaire, et puis subitement on voit une ombre qui passe. Enfin voilà, il raconte tous les clichés. Il a dit, j'ai pris exactement le contraire de chaque point de la séquence que je viens de vous présenter. Et effectivement, il prend Cary Grant en plein milieu d'une plaine, en plein jour, où il n'y a strictement rien. Un bus vient de le laisser en race campagne, et il va y avoir une scène absolument incroyable et d'action et de suspense et de tout mélanger, et un truc totalement, là encore, totalement gratuit, qui pour le coup là il arrive à l'insérer dans son fil narratif, et ça en fait une des séquences les plus mémorables du cinéma, quoi. Oui, alors que si tu y réfléchis 2 secondes, jamais pour tuer quelqu'un, tu vas utiliser un avion qui sulfate, tu vas donner rendez-vous à la personne en espérant que tu vas la coincer là-bas. C'est là que le réalisme, on s'en fout complètement. Ah mais complètement. C'est-à-dire que l'objectif là, c'est qu'on y croit
à ce moment-là. Mais pourquoi ? Parce que juste avant, il est posé par le bus, mais il y a quelqu'un qui s'approche de lui, et on se dit ça doit être lui le tueur. En fait, il y a une mise en tension. Notre cerveau est pas en train de se dire ah c'est pas possible cet avion. Notre cerveau vient de se dire ah il a échappé belle, c'est pas lui. Il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Et il arrive par l'endroit d'où tu ne l'attends pas. Et que tu as entendu avant, puisque l'avion, on l'a entendu par contre un petit peu avant. Et c'est là que je pense que ce livre est super intéressant aussi. C'est que souvent, quand on montre des choses, des idées de mise en scène à des élèves, à des gens qui s'intéressent au cinéma, souvent ils disent « Ah oui, mais c'est du hasard, il n'a pas pu réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui vous permet de croire que c'est... » Je ne parle pas de l'interprétation du sens et tout ça, effectivement. Dans l'analyse, on est amené à faire de la surinterprétation, à donner sa vision. Mais quand on parle des intentions de mise en scène, très souvent, on a ce retour-là. Ouais, non, mais ça, c'est quand même un peu du hasard. Ben, la preuve que non, il y a 300 pages qui expliquent tous les choix qui ont été faits. C'est même plus de l'interprétation. C'est juste regarder les images, regarder comment les plans s'enchaînent et qu'est-ce qui se passe. Et c'est juste incroyable. D'ailleurs, parce que le MacGuffin, lui, ne sert à rien. Ouais. Le fameux MacGuffin, ça c'est un MacGuffin. L'autre, qu'est-ce que c'est qu'un MacGuffin ? Eh bien, c'est un appareil pour attraper les lions dans les montagnes Adirondack. Adirondack, merci Yann. Le premier, mais il n'y a pas de lion dans les Adirondacks. Alors l'autre conclut, dans ce cas, ce n'est pas un MacGuffin. Voilà. Cette anecdote nous montre que le vide du MacGuffin, le néant du MacGuffin, et qui en fait, dans les histoires d'Hitchcock, ce sont toujours ces choses que les héros cherchent, l'espèce d'enjeu un peu là dont on a entendu rapidement parler. Je crois qu'il dit à un moment les plans du sous-marin. Les plans du sous-marin. Le truc qui est en fait qui n'a d'intérêt que pour les héros. Ça, on sait qu'ils ont une motivation. Après, nous on s'en fout en fait. On s'en fout, et puis même souvent, en plus, ça disparaît à un moment, et puis même quand on a les plans du sous-marin, le film n'est pas forcément complètement terminé, et ce qui nous a motivé à voir le film, ce qui nous intéresse encore, n'est même pas encore résolu. Et c'est là aussi que je trouve cette manière de penser, tu vois, qui est quand même très, alors peut-être un peu plus anglaise qu'ailleurs, mais ça, je trouve ça aussi... C'est toujours difficile d'expliquer le MacGuffin, tu vois, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent revenir au MacGuffin. Ben non, mais le MacGuffin, tu t'en fous. Oui, quelqu'un ouvre une valise et il y a quelque chose à l'intérieur, c'est pas la peine de le montrer même. Voilà, oui, il fallait choper la valise, c'est tout. La valise, ça suffit. Il n'y a même pas besoin de perdre du temps, et vu que maintenant Hitchcock l'a labellisé, on peut encore aller beaucoup plus loin, quoi. C'est ça qui est quand même très, 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 très important. Once upon a time, in a quiet little town, some very respectable people got into the trouble with Harry. John Forsythe, Edmund Gwenn, Mildred Natwick, Shirley MacLaine in her screen debut, and Jerry Mathers are all involved. It's a most unfortunate situation, because the trouble with Harry is, well, he's dead. It's a delightful little romantic comedy that just happens to revolve around a corpse. Alfred Hitchcock presents The Trouble with Harry. You'll want to get into it. Il y a les fameux caméos aussi. Oui, alors ça, c'est anecdotique, mais c'est à la fois anecdotique et intéressant sur sa manière de fonctionner. Donc Hitchcock apparaît dans tous ses films à partir de son 5e ou 6e, je sais plus. Au début pour des problèmes de figuration un peu. En fait, la vraie cause, c'est il avait besoin d'un personnage un peu ventripotent à l'arrière d'un bus ou je sais pas quoi, et donc ou de quelqu'un qui passe et tout. Et alors, au début, c'est par besoin, ensuite c'est par jeu. Ensuite, c'est par clin d'œil à son public, puisqu'il devient populaire, etc. Et au bout d'un moment, ça devient gênant. Ça devient gênant parce que les gens s'occupent de savoir quand Hitchcock va apparaître au lieu de se concentrer sur le film. Donc, comme lui, son obsession, c'est qu'on soit concentré sur le film, il résout le problème en apparaissant au début du film. Après,
ça reste intéressant, même si ça a l'air anecdotique, de savoir comment il va apparaître dans chaque film, y compris dans des films qui sont en huis clos, où normalement il n'a rien à foutre là. Et dans celui de Lifeboat dont tu as mentionné, puisque ça se passe entièrement dans un canot de sauvetage, ouais. où il y a juste vraiment un tout petit groupuscule de survivants d'un naufrage. Et là, effectivement, tu te dis, mais... Il peut pas apparaître. Voilà, à un moment, il dit à Truffaut, j'ai pensé faire un cadavre dans l'eau. Quand il a fallu que j'aille à la flotte, je dis, non. Et il a cette idée géniale qu'effectivement, il y a l'un des survivants dans le canot de sauvetage qui a récupéré un journal. Et évidemment, il y a une pub. Et alors là, c'est encore un peu l'humour, c'est les fameuses pubs avant-après, quand tu as été gros et qu'après tu as eu un régime miracle et que tu es beaucoup plus fin. Et on en arrive d'ailleurs à cette idée, justement, qui est intéressante, c'est la silhouette d'Hitchcock. Alors, il est devenu une signature. Oui, en fait, Hitchcock aussi, c'est le premier réalisateur que tout le monde connaissait alors qu'il n'était pas acteur. Parce qu'avant, tu as les Chaplin, tu as les gens comme ça, qui sont des réalisateurs connus de tout le monde, mais ils ont le premier rôle dans leur film. Lui, tout le monde l'a connu. Alors, parce qu'il y a eu Alfred Hitchcock présente et qu'on voyait sa tête à la télé, mais aussi parce qu'il apparaissait dans la promotion de ses films. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, je pense que ce bouquin, il l'a accepté parce que il s'agissait de poser des questions de réalisation, mais je pense aussi parce qu'il a eu conscience à un moment qu'il est devenu un personnage. Il est devenu un personnage en faisant ses caméos, il est devenu un personnage en faisant la promo de ses films, et comme c'était quelqu'un qui était très ventripotent, qui jouait de sa silhouette, de son côté placide, quand il présentait, alors qu'il parlait d'horreur. La bande-annonce de Psychose est géniale pour ça. Il est sur les lieux où sont les... pur chef-d'œuvre. Voilà, sur le Bates Motel, la maison derrière et tout ça. Et il fait visiter les lieux en expliquant les horreurs qui se sont passées. Il ne montre rien, mais avec son air de ne pas y toucher, en fait, il suggère énormément de choses. Et ce livre, pour moi, il vient compléter tout ça. C'est-à-dire que il livre ses secrets pendant 300 pages. Ça ne ternit en rien, ça ne gâche en rien le plaisir de son cinéma. Au contraire. C'est encore un coup de génie de sa part, et de Truffaut quand même. C'est ce livre, et c'est, puisqu'on va quand même s'approcher à un moment de... je sais pas, t'as encore peut-être beaucoup de choses à dire, mais t'as même pas fait la moitié des post-it. Mais ça, des post-it, il y en a 2 ans, quoi. On n'a même pas parlé du verre, on n'a pas parlé de soupçon. Je voudrais juste dire un truc, voilà, fini. C'est que ce livre, quand on le lit, on a envie, en tout cas moi, c'est radical à chaque fois, de voir ce qu'on n'a pas vu éventuellement, maintenant il ne m'en reste plus beaucoup, mais de revoir des choses qu'on croit connaître par cœur. Vraiment, moi, à chaque fois, ça me fait cet effet-là, c'est « Ah mais oui, putain, il y a ça aussi dans ce film-là, et j'ai envie de le vérifier de mes yeux. » Les bouquins de cinéma, souvent, c'est trop théorique, quoi. C'est un peu chiant parce que on veut absolument nous convaincre de quelque chose. On veut nous convaincre de l'intérêt d'un réalisateur, d'une réalisatrice. Et là, moi, j'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression qu'on me raconte une histoire. C'est ça, puis comme tu l'as dit, tu as juste... la magie aussi, c'est qu'on n'a peut-être pas assez insisté, mais c'est vrai qu'en face, il y a Truffaut. Donc c'est quand même aussi là quelqu'un, il est au début de sa carrière, mais il a tellement passé de temps dans les salles de cinéma, il aime tellement ça, son parcours personnel est aussi tellement particulier, aussi très, très cabossé, que forcément, je pense que peut-être là aussi, il y a une espèce de parallèle. Ces deux cinéastes de quoi parlent deux cinéastes quand ils se rencontrent ? Oui, ils parlent de cinéma, mais ils parlent effectivement du travail du cinéma. Et de par le travail autour du cinéma, dans le cinéma, avec ses outils, avec son langage, t'as absolument que des envies après de revoir qu'est-ce que ça a donné sur l'écran, quoi, en fait, quoi. Et c'est ce que tu dis, c'est que le plus incroyable, c'est que même en connaissant les recettes par cœur, t'as toujours le plaisir de goûter au plat à la fin qui est toujours renouvelé, quoi. Il y a tellement de travail, il y a tellement de films que c'est sans fin, en fait. Oui, parce que ça aussi, on a affaire à un réalisateur qui quand même tournait
enchaîner les projets, quoi. Oui, à la fin, on a Les Oiseaux, là, quand c'est, je crois, son 48e film. Oui, bon, effectivement, de nos jours, ça risque de plus trop arriver. Il y avait cette fameuse scène dans le rideau déchiré, qui est peut-être pas non plus son meilleur, et il y a une espèce de scène... Avec le four. Voilà. Alors, il y a ça aussi qu'on sent dans ce livre, surtout qu'il a été fait en 2 parties, enfin qu'il a été complété après, c'est qu'en fait, quand Truffaut commence à faire ce livre avec lui, c'est un moment de bascule pour lui. Il est à la période des oiseaux, et à partir de là, son cinéma va devenir plus vulgaire. En tout cas, plus dans l'os, plus des choses qui étaient suggérées, il va aller plus loin, et notamment cette scène dont tu parles, où donc ces 2 agents secrets qui doivent en buter un 3e, et ils n'arrivent pas à le tuer, et donc ils mettent la tête dans un four en allumant le gaz, et ils doivent eux tenir la tête hors de l'eau, pas respirer le gaz aussi. Pas respirer le gaz, et c'est Paul Newman et je sais plus qui est l'actrice avec lui. Oui, c'est Paul Newman, bien sûr, mais c'est la dame qui habite ici, qui est une locale, mais parce que aussi il y a un autre truc, c'est, je sais plus, j'avais pas relu, mais ça je m'en souviens, c'est qu'en plus il faut pas faire de bruit. Oui, parce qu'il y a un mec à l'extérieur. Il y a un mec à l'extérieur. Ils sont obligés de buter un mec, qui en plus c'est une espèce d'armoire à glace. Tout à fait. En plus, ils pensent, juste spoiler alert, mais le premier coup, c'est qu'ils lui foutent un coup de couteau dans le cou, et en fait la lame casse. Donc ils peuvent plus rien faire, mais l'autre il continue à résister. Et effectivement, but du jeu, amusez-vous les amis, comment achever quelqu'un qui a un bout de lame dans la gorge sans faire de bruit avec ce dont vous disposez dans la cuisine, sachant qu'a priori le couteau il en a rien à foutre, ça lui fait pas mal. Et donc ils maintiennent la tête sous le four. C'est chaud. Ça dure un moment. Voilà, en fait, c'est long. C'est ça. Et en fait c'est là on se rend compte de ce truc qu'il a compris lui et qui maintenant qui fonctionne partout, qui est on s'en fout que les gens soient bons ou méchants, on n'a pas envie qu'ils se fassent attraper alors qu'ils sont en train de commettre un meurtre horrible, et même si c'est Paul Newman et que c'est le héros du film, la scène elle est insupportable en vrai. Insupportable parce qu'il voulait montrer, là encore il voulait prendre le cliché inverse qui est on sort un flingue, on bute, et il voulait dire non mais en fait buter quelqu'un c'est compliqué. C'est long et très douloureux. Mais parce que tout à l'heure tu reviens là-dessus, en plus je voulais revenir, c'est ça aussi qui est génial avec lui, c'est que là tu disais Paul Newman et le gentil et ils sont en train de commettre un truc horrible, et ce qui est génial, mais tu l'avais presque évoqué tout à l'heure, c'est aussi même dans Psychose, quand à un moment Norman Bates a mis un cadavre dans une voiture et il pousse la voiture dans un marais, elle est en train de s'enfoncer, subitement à un moment elle s'arrête. Et là, Truffaut dit, et ce qui est fou, c'est que vous arrivez à nous faire changer de notre morale, c'est-à-dire que là, subitement, on est avec lui, et on a envie que la voiture s'enfonce complètement dans le marécage. Et donc, c'est ça. Et alors, pour moi, Psychose, c'est... Parce que là, il faudrait quand même qu'on évoque ça, c'est-à-dire que c'est... Alors là, c'est trop spoiler alert, mais... On ne cesse dans ce film-là de passer d'un sentiment moral à un autre. Bien sûr. On suit une femme au début qui commet quand même un petit acte illégal. Ah ouais, alors ça. Hein. Mais on est quand même déjà un petit peu avec elle. Après, on va avoir une grosse surprise. Allez, on va pas tout machiner. Et subitement, on va changer de point de vue. On va être plutôt du côté d'un tueur. Là aussi, il y a encore une espèce de scène d'humour froide où après avoir commis un truc ignoble, il nettoie son crime en sifflotant. Enfin voilà, on ne cesse moralement dans ce film de franchir toutes les étapes comme ça, sans s'en rendre compte. Et c'est ça qui est quand même, une manipulation extraordinaire. Ce procédé d'élimination de corps, d'assassinat long et douloureux, il va être poussé dans Frenzy, où le tueur, qui est vraiment très désagréable quand même, qui a pas le charisme de Perkins, va essayer de se débarrasser d'un corps qui est dans un sac de patates, sauf qu'il a oublié un objet qui pourrait le trahir sur le corps, et donc il doit sortir le corps du sac de patates, lui ouvrir la main qui contient l'objet et tout. La scène est interminable. C'est un type très négatif, enfin qu'on n'a pas envie d'aimer, mais on a peur qu'il se fasse gauler quand même. Enfin, quelque part, on a envie qu'il récupère sa broche. Le truc est intenable moralement, quoi. C'est ça. C'est la folie, c'est ça. C'est que tu sais que
il y a rien qui va, non pas dans la séquence, mais dans le personnage, dans ce qu'on est en train de te montrer, et que toi, moralement, en tant que spectateur, tu ne veux pas cautionner ça, et tu n'as pas le choix. Parce que, pour la simple, peut-être même survie du film, en fait. oui, et c'est ça qui est et fort. aussi, je pense qu'à partir du moment où un personnage est menacé, est en danger, même si c'est un salaud, même si c'est sa faute, etc., le temps du film, le rythme du film fait que tu es en tension avec lui. C'est cet art de créer des tensions, et on le constate tout au long de ces pages, avec des artifices en permanence. Et c'est pour ça que pour moi, la leçon principale de ça, c'est que quand même, tout ça est une affaire d'artifice, quoi. C'est que cette obsession du réalisme qu'on a en ce moment, et cette volonté de faire des choses qui imiteraient la réalité, elle pèse pas lourd face à... Non. Puis, surtout, je pense qu'on pourrait trouver, peut-être qu'on va explorer dans l'étagère des objets culturels qui seraient très proches du réel, qui essaieraient de l'enregistrer, de le transmettre, ou qui seraient peut-être le moins possible dans l'artifice, même si je pense que c'est compliqué. Mais là, aujourd'hui, oui, j'ai une grande sensation de ça, mais qu'en plus, même ça, c'est mal fait, quoi. Tu vois ? C'est-à-dire qu'en plus, quand même, il y a un recours à l'artifice, mais en fait, on dit, non, mais regardez pas trop, quoi. Voilà, non, ce qui compte, vous voyez, hein, c'est une histoire vraie, hein, c'est réel, hein, c'est vrai, c'est réel. Puis alors, si c'est inspiré d'une histoire vraie, alors là, c'est encore mieux, hein, parce que je peux faire toutes les saloperies en fait, même à côté, je peux faire tous les effets de montage les plus putassiers qui soient. Bah, c'est inspiré d'une histoire vraie. Ah, j'ai la carte. Ouais, t'as ça, ou t'as la tendance, j'imite l'image type documentaire, caméra à l'épaule, machin. Ça, et donc ça rend mon film plus crédible, quoi. Enfin, et on oublie complètement que de toute façon, on rentre dans une salle de cinéma, on fait une espèce de pacte. Oui, alors déjà de toute façon, moi, si en plus on parle du cinéma, d'entrée de jeu, j'ai envie de te dire. On rentre dans 2 heures de vision de quelqu'un. On n'en a rien à faire en fait du degré de réalisme. Ce qu'on a besoin, c'est d'y croire. Mais d'y croire pas seulement avec notre rationalité, quoi. Et c'est ça que je crois ce qui est très fort en fait aussi, qui transparaît là-dedans, c'est que je parlais de l'humour. Effectivement, il a fait très peu de comédie, Hitchcock, et c'est pas son registre. Mais il y en a partout. Et alors le livre permet quand même de le comprendre, parce que des fois il y a du recul sur des trucs qui nous semblent, si on connaît un peu sa filmographie, qui nous semblent énormes, et il le traite de façon assez anecdotique. Et puis alors, quand on a l'occasion d'écouter les bandes, les enregistrements, de temps en temps, ils éclatent de rire, Truffaut et Hitchcock. Bien sûr. Oui, bien sûr que tout ça est important pour ces deux personnes, que le cinéma est vital pour ces deux personnes, mais aussi qu'il y a un recul sur... mais en fait, il y a des choses qui sont grotesques, quoi, dans le cinéma. Ah, mais il le disait, mais c'est comme... Alors, on n'a pas pu explorer, mais il était connu aussi, Hitchcock a fait des grandes scènes de baisers. Deux personnages en train de s'embrasser. Une des accroches de ses films sur Les Enchaînés, ou l'autre, je sais plus, parce qu'il y a aussi un long baiser dans La Mort aux trousses, le plus long baiser du cinéma. C'est Les Enchaînés. C'est dans Les Enchaînés. Alors, putain, l'autre grand film quand même aussi, Les Enchaînés. Mais voilà, il dit, mais en fait, oui, alors il y a toute une théorie autour de ça, enfin ils en parlent beaucoup, exemple à l'appui. Mais là encore, il disait souvent, en fait, ce qui compte, c'est le résultat à l'écran. On n'est pas juste en train de filmer un baiser. Et si ça se trouve, moi, s'il faut que je filme mes personnages qui, pour le reste de leur corps, sont dans des positions pas du tout naturelles, on s'en fout. Là aussi, artifice total. Truffaut finit par lui dire, ouais, en fait, presque, il faudrait les filmer assis à genoux sur une table en train de s'embrasser. Il dit, oui, si vous voulez donner une sensation qu'ils sont dans un espace un peu plus mouvant et que, en fait, ce baiser n'est pas encore totalement abouti dans leur amour, posez vos acteurs dans une position qui sera pas avantageuse. Un baiser, c'est pas uniquement allongé sur un lit ou debout face l'un contre l'autre. Voilà, parce que même s'il voulait ces personnages debout l'un face contre l'autre en train de s'embrasser, qu'est-ce qu'il faisait Hitchcock ? Et ben en même temps il y avait un coup de fil, en même temps il les faisait tourner, ils allaient sur un côté du mur, puis sur un autre. Et puis ils sont en train de parler du repas du soir dans cette scène-là. Et puis en fait ça lui permet aussi de contourner la censure du code Hays qui limitait le temps de baiser. Donc ça devient
un spectacle total avec un début, un milieu, une fin, des enjeux, du suspense. Et avec de l'humour. Est-ce que le poulet est au four ou au frigo, je sais pas quoi. Enfin. Mais évidemment, mais bien sûr. Mais c'est bourré d'humour chez Hitchcock. Pas tout le temps. Mais ça imprègne même, ces films, même des fois les pires, j'ai dit pour Psychose, tu comptes les fois où tu rigoles, mais même là, il y a aussi des choses qui des fois sont un peu incongrues comme ça, et qui te font aussi, te dérangent, mais dans un autre côté, quoi. C'est pas cette fois un sentiment d'horreur, ça peut être un sentiment, presque, ça me ferait rire, quoi. Good afternoon. Here we have a quiet little motel, tucked away off the main highway, and as you see, perfectly harmless looking, when in fact, it has now become known as the scene of the crime. This motel also has, as an adjunct, an old house, which is, if I may say so, a little more sinister looking, less innocent than the motel itself. And in this house, the most dire, horrible events took place. I think we can go inside because the place is up for sale, although I don't know who's going to buy it now. In that window on the second floor, the single one in front, that's where the woman was first seen. Let's go inside. Un bouquin de toute façon, je crois, incontournable. Ouais, bon, alors je te demande pas si tu le relis régulièrement, parce que là, vu le nombre de post-it que tu y as mis, je pense que tu t'y es replongé au moins pour l'étagère. Oui, là pour l'étagère, je m'y suis quand même pas mal replongé. Après, j'ai survolé rapidement, mais parce que, comme tu l'as dit, on l'a tellement lu que je crois que je le connais par cœur. Mais ce bouquin, c'est sûr que je l'ai lu. Et puis surtout, je ne peux que le conseiller encore une fois à tout le monde. Je sais même pas d'ailleurs si... il y a encore, quoi. Ça... Alors, je sais pas, c'était une question que je me posais pendant l'entretien qu'on a eu. C'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réédition, voilà. Ça serait dommage que non. Mais j'avoue que je ne l'ai pas vu souvent. Je n'ai vu que des occasions. Ça, en occasion, je le croise de temps en temps. Mais je n'ai pas vu de réédition récente. Et je dirais, et là, ça s'adresse aussi aux jeunes générations, que même si la figure d'Hitchcock est devenue problématique parce qu'il a agressé Tippi Hedren sur Pas de printemps pour Marnie, ça reste quand même une œuvre et pour le coup un ouvrage de référence, c'est-à-dire que ok, on ne sépare pas l'homme de l'artiste, mais par contre, l'œuvre et la manière dont elle a été faite reste un objet passionnant à étudier, et je pense que, en sachant aussi que on a affaire à quelqu'un qui est bourré de frustration, de perversion, de choses comme ça, je dirais même que ça apporte une autre dimension au regard de son œuvre. Et là, je finirai par un truc un peu personnel. Il y a quelques années, je discutais avec un prof de cinéma, et mon propos, c'était de dire, mais le génie d'Hitchcock, c'est aussi que c'est quelqu'un qui est frustré, qui est perclus de désir, et qui a une perversion dans la tête, et donc qui fait que son cinéma déborde de ce qu'il raconte. Il n'y a pas que ça dedans, il y a aussi des choses qui ne sont pas dites, et qui sont, du coup... qui transparaissent, qui transpirent, et qu'on peut recevoir. Et à l'époque, ce prof me disait, non, pas du tout. C'était un maître total qui maîtrisait absolument tout ce qu'il mettait à l'image, c'était un génie, et donc il n'y avait rien qui ne... Alors moi, j'ai jamais cru à ça de personne. Je pense que les gens qui créent ont des intentions, mais laissent aussi sortir des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Je crois qu'on l'a même prouvé en reparlant et Et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant malheureusement d'avoir appris toutes ces mauvaises choses qu'il a pu faire. C'est que ça ne fait que valider ce que l'on soupçonnait. Enfin, tu vois. On aurait espéré qu'il n'aille pas jusqu'au bout de ses perversions. Mais
comme tu as dit tout à l'heure, James Stewart dans Fenêtre sur cour, c'est Hitchcock. Enfin, je veux dire, c'est clair. Et ce gars-là, d'entrée de jeu, dans ce scénario classique, a visiblement quand même un problème. Il ne réalise la beauté de Grace Kelly ou l'intérêt de Grace Kelly que quand elle est en danger et qu'il est en train de la mater dans un appareil photo. Alors que quand elle est à côté de lui, dans la même pièce, et qu'elle lui fait gentiment à manger, il l'envoie presque bouler. Et qu'elle est resplendissante, et qu'elle est très intelligente aussi. On n'a pas le temps d'en parler, mais il y a une scène où elle est en train de commenter ce qu'il est en train de regarder. Il y a une scène magnifique dont on parle rarement entre deux, où il regarde des voisins et ils n'ont pas du tout la même interprétation. Enfin, c'est du cinéma qui est très intelligent aussi. Et c'est pour ça que justement, moi je pense que... Sur le personnage féminin. Oui, tout à fait. En plus que... Et moi je pense que relire ce livre aujourd'hui, en sachant ce qu'on sait de la biographie d'Hitchcock, c'est encore certainement y trouver d'autres informations. C'est clair. L'étagère. Un podcast de Yann Jouvert et Christophe Bauer. Réalisation Yann Jouvert. La musique du générique est signée Off. Avec des extraits du générique de la série Alfred Hitchcock présente de Jeff Alexander, des bandes originales de La Mort aux trousses et Vertigo signées Bernard Herrmann, de la bande-annonce de Psychose et des entretiens Hitchcock-Truffaut. Retrouvez tous les épisodes de l'étagère sur vos plateformes habituelles. Vos commentaires, critiques et encouragements sont les bienvenus sur les Facebook et Instagram, l'étagère podcast.